Bonjour tout le monde, bienvenue en ce dimanche soir pour ce 52e space de l'entonnoir du Bitcoin. Donc 52, moi je trouve que c'est un peu symbolique, même si on a loupé quelques semaines, ça veut dire que du coup ça fait d'entonnoir du Bitcoin si on met bout à bout tous les épisodes. À raison d'un par semaine. Voilà, donc je trouve ça cool qu'on soit arrivé jusque-là. C'était pas forcément C'est beau. garanti, voilà, quand on a commencé. Et en plus, c'est un épisode un peu particulier puisque il s'est passé quelque chose d'un peu particulier cette semaine. Voilà, on a eu FTX, donc voilà, deuxième plus gros exchange du monde qui en fait est insolvable et n'est pas en mesure de rendre les fonds de ses utilisateurs à ses utilisateurs. Et donc ça met bien en valeur pourquoi est-ce que les bitcoiners et notamment les bitcoin maxi parle sans arrêt de l'importance de la self-custody et donc de retirer ces bitcoins des exchanges si on utilise des exchanges pour les mettre sur soit des hardware wallets, soit autre chose, mais sur des systèmes dont où on contrôle des clés privées et éviter du coup de se retrouver pris dans l'insolvabilité de quelqu'un d'autre. Donc on reviendra aujourd'hui sur tout ça. L'idée, c'est aussi que si jamais il y a des gens ici, par exemple, qui peut-être sont arrivés récemment lors du dernier bull market et ont des questions, parce qu'en fait, on a tous des questions, enfin, voilà, on avait tous des questions à ces étapes-là du parcours. N'hésitez pas à les poser à ce moment-là sur quels sont les meilleurs moyens, même si c'est propre à chacun, de faire la self-custody. Je pense qu'on abordera aussi la question des proof of reserve, parce qu'il y a Enfin, ça a été un peu relayé comme étant une solution. Et je pense qu'on est plusieurs, si ce n'est même tous, à être d'accord que en fait, c'est une fausse solution et que vraiment rien ne bat la self-custody. Et puis ensuite, on parlera aussi d'un sujet assez différent, mais avec aussi beaucoup de drama, qui est un débat actuellement dans Bitcoin et Bitcoin Core sur les policies des mempools. Parce que donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que chaque nœud Bitcoin a son propre mempool où il met les transactions en attente de confirmation, donc qui n'ont pas encore été minées. Et une nouvelle règle va a priori être ajoutée dans Bitcoin Core version 24, qui est ce qu'on appelle Full RBF et qui en gros permet à n'importe quelle transaction d'être remplacée à condition qu'elle paye plus de frais que la transaction, enfin, à condition, pardon, que la transaction de remplacement paye plus de frais que la transaction originelle. Ce qui est différent des règles qui sont en place jusqu'à maintenant, donc sur lesquelles on reviendra. Et donc voilà, on va regarder un peu ce qu'on pense chacun. Je sais qu'en fait, personne est vraiment, enfin, des personnes à qui j'ai parlé a vraiment un avis très tranché. Donc ça sera intéressant de voir si en discutant, on arrive à trouver un point de convergence ou pas. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Et sinon, on peut attaquer sur FTX. Je leur dis, du coup, pour les gens qui nous écouteraient peut-être sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche à 18 h sur Twitter. Comme ça, vous pouvez intervenir en direct si vous voulez. Et donc aujourd'hui, on n'a pas notre très cher Découvre Bitcoin parce qu'il est en avion vers le Salvador pour aller à Adopting Bitcoin. Mais il est avec nous en pensée. Et donc voilà, je me chargerai de faire toute la partie promotionnelle aussi pendant ce space. Voilà, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter, les trois speakers. Et sinon, on enchaîne avec le premier sujet FTX. Je pense que ça peut être intéressant de faire un rapide rappel de ce qui s'est passé très rapidement, parce que je pense que globalement, tout le monde a un peu ça en tête. Et puis ensuite, discuter un peu de quelles sont les options un peu pour la self-custody. Voilà, si des gens, c'est un peu leur première fois, comment s'y prendre. Et puis, parler aussi des proof of reserve, je pense que ça, c'est important. Et donc, pour faire un rappel sur ce qui s'est passé, et si vous voulez quelque chose de peut-être plus exhaustif, je vous conseille par exemple la vidéo de Grand Angle Crypto, où Guillaume, je trouve, fait un bon travail pour résumer ça tout en étant assez précis sur exactement ce qui s'est passé. Mais en gros, donc FTX, c'est une plateforme d'exchange sur laquelle les clients pouvaient, s'ils voulaient, déposer leur crypto pour obtenir un rendement. Voilà, donc déjà, en soi, ça invite quand même à la prudence. Mais en parallèle de ça, Sam Bankman-Fried, donc qui possédait FTX,
avait une autre entreprise qui s'appelait Alameda Research. Et c'était une boîte voilà, de trading où, en gros, ils dégageaient ici pas mal d'argent en faisant plusieurs types d'activités, mais notamment du market making et de l'arbitrage. Et qu'est-ce qui s'est passé qui a vraiment tout mis à mal? C'est que FTX prêtait de l'argent à Alameda, mais donc prêtait de l'argent qui en fait était celui des utilisateurs. Et ça marche bien tant qu'Alameda ben, fait plein de thunes et réussit à rembourser FTX et que surtout il n'y a pas aussi tout le monde qui essaye de retirer en même temps. Mais si Alameda commence à accuser des pertes et qu'en plus il commence à y avoir un petit vent de panique parce qu'il s'ébourite que ça pourrait mal tourner et que du coup les utilisateurs essayent de retirer en masse de FTX, et ben on se retrouve avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire une communication peu claire, des retraits qui finissent par être suspendus alors qu'ils étaient déjà relativement poussifs. Et finalement, on découvre le poteau rose qui est que ben voilà, FTX n'avait pas du tout les fonds des utilisateurs. Et du coup, si j'ai bien tout suivi, a déclaré la faillite. Et donc là, maintenant, on est parti pour un process assez long, assez fastidieux pour que les utilisateurs d'FTX puissent éventuellement récupérer sur une échelle a priori de plusieurs années une partie a priori peu importante de ce qu'ils avaient pu avoir en dépôt sur la plateforme. Donc ça rappelle un peu ce qui s'est passé sur Mt. Gox à l'époque. C'était à peu près la même ampleur, même si à l'époque, il y avait Mt. Gox, c'était le numéro 1, il n'y avait pas vraiment de concurrence. C'était quand même assez, enfin voilà, FTX, c'est quand même assez important aussi. Et donc aujourd'hui encore, si je dis pas de bêtises, ben, le dossier Mt. Gox est encore plus ou moins en cours. Je crois qu'il y avait eu des avancées, mais je suis pas sûr que les épargnants qui avaient perdu de l'argent aient reçu quoi que ce soit pour l'instant. Voilà, je sais pas si à ce stade, quelqu'un veut ajouter quelque chose. Ouais, ça me rappelle un peu une vieille histoire de mon époque où je baroudais un petit peu dans les trucs un peu plus obscurs. C'était avec Steemit et Steem à l'époque. Donc Steem, c'était une blockchain à l'époque ultra hype performante qui existe toujours, je crois, et qui permettait de propulser un réseau social qui s'appelait Steemit, c'est ça, ouais. Et en fait, à l'époque, Steemit, la boîte avait été rachetée par Justin Sun, qui a Tron avec lui, quoi. Et donc, c'est en delegated proof of stake. Et en fait, ça commençait à chauffer un peu avec donc les producteurs de blocs. Et ce qui s'était passé, c'était qu'ils s'étaient fait aider par Binance pour en fait, faire un putsch dans le dépôt. Et donc, Binance, en fait, avait utilisé les fonds de ses utilisateurs qu'ils avaient en custodie pour les loquer dans le système de dépôt, etc. Et pouvoir voter pour les témoins, enfin les producteurs de blocs. Ça me rappelle un peu cette histoire, ça n'a pas du tout la même ampleur. Enfin, tout le monde s'en fout maintenant, mais ouais, ça me rappelle un peu cette époque. C'est pas une première, ce sera peut-être pas une dernière, je pense, a priori. Mais donc voilà, vos fonds, on en fait un peu, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est pas hyper drôle, hein, mais à l'époque, ça m'avait quand même pas mal marqué cette histoire. Même si encore une fois, c'était pas du tout la même ampleur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le geste y était, quoi. Oui, carrément, effectivement, je me souviens de ce truc-là aussi. Et voilà, effectivement, c'est un très bon exemple du fait, comme tu dis, que quand vous déposez des fonds sur une plateforme centralisée, la plateforme en fait ce qu'elle veut. Et donc, ça peut avoir un impact si quelqu'un part avec la caisse ou si l'argent est perdu d'une manière ou d'une autre. Ça peut aussi avoir un impact, comme tu le rappelles très justement, John, sur, par exemple, tous ces protocoles où il y a une forme de gouvernance qui est basée sur la possession de certains tokens. Si vous avez ces tokens en dépôt sur une plateforme, techniquement, elle peut très bien les utiliser pour voter pour ce que la plateforme pense être mieux pour ses intérêts à elle. Donc voilà, il y a plein de choses à considérer de ce point de vue-là, effectivement, sur certains réseaux où il y a cette forme de gouvernance on-chain. Euh, mais techniquement, ça pourrait même avoir un impact sur Bitcoin. Si par exemple, vraiment, il y a beaucoup de Bitcoin qui sont sur une plateforme, ça donne un impact économique à la plateforme qui, du coup, peut orienter le développement si on se trouve dans une situation où il y a un peu d'incertitude et où il n'y a pas de clair consensus. Imaginez que, par exemple, à l'époque de la block size war, on a eu beaucoup de gens qui avaient sur une seule et même plateforme et qui n'arrivaient pas à récupérer ou que c'était pas facile de récupérer ces bitcoins, la plateforme aurait pu orienter peut-être
les décisions des devs ou même de la communauté de manière plus ou moins insidieuse dans la direction qui lui allait le mieux. Donc, il y a ce point-là aussi à prendre en compte. Et tu parles de Binance, c'est opportun parce que j'avais oublié de mentionner aussi que Binance avait, dans un premier temps, signé un accord, mais non engageant, pour potentiellement racheter FTX. Donc, FTX.com, donc ça ne concerne pas l'entité aux US, mais donc sinon, voilà, le reste de FTX. Et au passage, du coup, racheter les dettes de FTX auprès de ses créditeurs et notamment des utilisateurs avec dans l'idée de permettre de rembourser l'utilisateur, donc d'atténuer un peu ce chaos-là. Au passage, bien sûr, Binance n'est pas désintéressé, ça leur permet de racheter leur concurrent numéro un et donc d'accroître leur position dominante sur le marché. Mais l'idée, c'était aussi voilà, de peut-être adoucir un peu la douleur dans l'écosystème, on va dire ça comme ça. Et finalement, à la vue du bilan et voilà, des papiers, quoi, Binance a décidé de ne pas y aller. Voilà, ce qui montre qu'a priori, la situation doit être vraiment. On commence à voir un peu, quoi, mais vraiment, elle n'était pas du tout glorieuse. Et donc, c'est a priori, malheureusement, voilà, parti pour être dans quelque chose d'assez douloureux pour les gens qui avaient des fonds sur FTX. Euh, et donc, comment est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation-là? La réponse, elle est assez simple. C'est qu'il faut essayer toujours d'avoir la self-custody, donc la propriété pleine de ces bitcoins. Et donc, ça vaut aussi pour les autres cryptos, mais bon, ici, on parle plutôt de bitcoin. En les retirant des exchanges pour les placer sur, par exemple, un hardware wallet dont on contrôle les clés. Donc, ça peut être, par exemple, un ledger, ça peut être ce que vous voulez. Mais voilà, quelque chose où vous n'êtes pas dépendant d'une autre entreprise pour ne serait-ce que conserver vos bitcoins, mais aussi après pour les envoyer ailleurs si vous avez envie. Et, euh, et voilà, et donc c'était un conseil voilà, qui a toujours été d'actualité. Aujourd'hui, ça permet peut-être de vraiment en prendre conscience. Donc n'hésitez pas, je le répète, si vous avez la moindre question sur ce sujet-là, à prendre la parole. Je vois qu'il y a Toto Sander qui est intervenant. Donc si tu veux t'exprimer, je t'en prie. Oui, bonjour. Dites-moi, moi, comme certains, j'avais quelques fonds sur FTX. Donc, j'ai pu en retirer la plus grande partie, mais certains sont encore en cours de processing. Bon, je me fais peu d'illusions sur le fait de les recevoir. Mais maintenant que la plateforme est désactivée, que l'application, je l'ai retirée de mon téléphone vu les risques de hack, en fait, j'ai aucune trace de ce que j'avais exactement sur FTX. Tant FTT stacké qu'en fond que j'essayais de transférer. Donc, une idée. Comment avoir une idée claire dans 2-3 ans du montant que j'avais sur la plateforme. Voilà, merci. Merci à toi. Effectivement, ça, j'ai vu passer, il y a eu cette histoire qui est intervenue quelques jours après. Donc, apparemment, la plateforme a été hackée en plus. Donc, c'est pas très clair. Corrigez-moi si vous avez plus d'infos. Mais il y a des allégations comme quoi ce serait certains devs de FTX qui ont vidé un peu la plateforme et qui sont partis avec. Il y a eu un appel effectivement à désinstaller l'application parce qu'il y avait la possibilité qu'elle soit verrouillée ou quelque chose comme ça. Et du coup, dans ton cas, tu as désinstallé l'application et donc est-ce que tu peux pas te connecter, par exemple, je sais pas quel est le statut de service de FTX, mais tu peux pas te connecter au site internet, par exemple Donc déjà, la plateforme l'application ne fonctionnait pas. Donc en fait, tu avais le petit loader qui fonctionnait et donc plus aucun moyen d'accéder à la plateforme, ni à FTX App, à ftx.com. Donc il y a deux apps en fait. Il faut bien voir qu'il y a deux apps au niveau international. Et sur le site web, là, il n'y a plus la fonctionnalité de connexion. Donc vraiment, ils ont tout loqué. Et comme j'ai lu que c'était quand même dangereux d'avoir cette application sur son téléphone, moi j'étais pas relié à ma banque, mais voilà, il y a certaines personnes qui étaient reliées à la banque et qui ont vu des tentatives. Donc j'ai désinstallé l'app. Mais effectivement, maintenant, j'ai aucune idée du montant que j'avais exactement. J'ai pas le détail. J'ai plus le détail. Donc voilà, je me demande ceux qui étaient dans le cas de mon Gox, ils devaient être dans le même cas. C'est-à-dire que plus ou moins, on sait combien on avait.
on a notre identifiant, et puis on croise les doigts qu'un jour, quelqu'un revienne vers nous. Je crois que c'est ça un peu, hein. Alors donc moi j'étais pas du tout à cette époque-là, mais je pense que c'était un peu là. Et je sais pas aussi à quel point. Parce que là j'ai l'impression qu'FTX globalement ils ont pas mal du coup effacé un peu les traces. Je sais pas à quel point c'était le cas aussi pour Mt. Gox. S'il y a un OG de l'époque qui veut monter pour nous en parler, c'est avec plaisir. Et donc effectivement, je pense que le seul recours c'est bien conserver ton identifiant, effectivement, conserver ce que tu peux, ce à quoi tu as encore accès pour justifier que tu as bien droit à certaines choses si jamais on arrive à retrouver certains des fonds. Et espérer effectivement voilà, qu'on se recontacte. Mais à part ça, je vois pas trop quoi faire de plus. Effectivement, ça peut être du coup, le but c'est aussi de se j'ai pas le mot, de se projeter pardon, dans le futur. Du coup, il y a pas mal aussi de plateformes qui proposent de sortir un CSV avec ce genre de données-là. Ça peut être une bonne pratique, du coup, dans le futur, sur d'autres plateformes, de faire ça régulièrement pour avoir toujours une trace, effectivement. Ouais, Cryptomatrice. Bonsoir à tous. C'était pour répondre à Toto, peut-être par clé API. Si toutefois un jour tu l'as utilisé, tu pourras retrouver tes. Ah, c'est pas faux. Tes data. J'ai synchronisé avec. Je suis sur un centralisateur qui s'appelle. Ah, c'est pas Constat. Et effectivement, pas bête. Soit clé API, soit je suppose que on va pouvoir à terme se reconnecter à la plateforme, enfin à voir comment c'est fait au niveau derrière à la fois légal et à la fois de la liquidation en tant que telle, puisque c'est de ça dont on parle à présent. Mais peut-être par l'API, voilà, c'était juste pour répondre à cette question-là. Ça peut être un moyen de tout faire remonter. Donc effectivement, l'API fonctionne toujours. Je vois mes FTT qui étaient stackés. Par contre, les fonds que j'avais en cours de retrait, ceux-là ne sont pas visibles. Mais bon, à la limite, je vais creuser pour voir, tu vois, l'historique que j'avais. Ouais, c'est une bonne idée. Merci. Croisons les doigts maintenant. Génial. Merci beaucoup à la fois Toto pour ta question, merci Cryptomatrice du coup pour ta réponse. Génial. N'hésitez pas, voilà, si quelqu'un d'autre a un autre point. Ce qu'on voulait aborder aussi, du coup, c'était le côté proof of reserve, parce que ça a été pas mal poussé comme étant une solution face à ce type de problème. Et donc, il y a certains exchanges qui l'implémentent. Et donc, pour l'expliquer rapidement, l'idée des proof of reserve, c'est que les exchanges vont subir des audits, par exemple une fois par an, une fois par mois, avec pour but d'évaluer si ils ont bien en réserve 100% de ce qu'ils sont censés pouvoir donner à tout instant à leurs clients. Et donc après, en partant de cette idée plus générale, il y a plein de moyens différents de faire des proof of reserve. Et il y en a qui permettent, par exemple, celui de Kraken, qui permettent ensuite aux clients de vérifier de manière plus ou moins indépendante que leurs fonds à eux sont bien sur la plateforme. Mais le problème que ne résout pas les proof of reserve, c'est que, in fine, l'exchange peut très bien faire bouger des fonds temporairement sur certaines de ses adresses pour paraître avoir les fonds le temps de l'audit et ensuite ne plus en avoir besoin et du coup les rendre à la personne qui leur avait prêté ces fonds. D'ailleurs, il y a un soupçon que ce soit ce qui s'est passé pour l'audit de Gate.io qui aurait reçu des fonds de la part de Crypto.com. Donc ça, je mets du conditionnel parce que de ce que j'ai vu, c'est pas encore très clair si c'est avéré ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'était dans la même période que ça s'est passé. Et donc, c'est pour réinsister aussi sur le fait que les proof of reserve, c'est loin d'être la panacée, c'est loin d'être une bonne solution. Et vraiment, le seul moyen d'être sûr que les bitcoins que vous avez, c'est des vrais bitcoins et c'est pas juste une reconnaissance de dette que peut-être vous ne recevrez jamais parce que la plateforme fait faillite. C'est vraiment d'avoir la pleine possession de vos bitcoins en self-custody, sur un ledger, sur quelque chose d'équivalent, et de ne pas faire confiance à une plateforme ou à un audit, quelle que soit la réputation de l'auditeur. Y a Camélia qui veut intervenir ou pas là? Parce que sinon, moi, sur la proof of reserve. Bonsoir. Salut. Vous m'entendez? Salut, ça va? Ça va. Pour la proof of reserve, j'ai quelques doutes, à savoir que c'est à l'instant T, et, admettons qu'on en fasse un par an, le lendemain de l'audit, les fonds peuvent bouger. Donc il faudrait limite quelque chose qui soit
traçable au fil de l'eau, au fil du temps, et qu'on puisse voir les réserves des exchanges à l'instant T toute l'année en fait. Parce que c'est facile de Ouais, taper un audit, je sais pas, on est le 13 novembre, demain, enfin, je publie l'audit, demain je bouge des fonds, on s'en fout parce que vu ce que j'ai publié la veille, bah, ça suffit. Et on attendra le 13 novembre prochain, je peux trafiquer. Et voilà, ça veut tout et rien dire en fait. Et on peut mettre aussi des chiffres arbitrairement. Je sais pas, j'ai vu des screenshots, j'ai vu des trucs qui voulaient rien dire. Genre, sur un site, on a mis un, comment dire, un camembert, là, tu sais, un diagramme. On a mis des coins comme ça et on nous a dit, bah voilà, le proof of reserve, c'est totalement, c'est bullshit, quoi. C'est honteux de faire des trucs comme ça. Enfin, c'est quand même des gens qui gèrent des milliards et ils nous sortent des trucs de troisième. Parce que c'est pas dans leur intérêt. Eux, ils veulent juste rassurer un peu la populace et puis continuer Mais à t'es faire, rassuré à avec côté ça? leur Moi, truc ça dans me fait leur coin. flipper. Personnellement, c'est rassurant de quoi? En plus, quand tu vois que certaines exchanges, ils nous disent, bah voilà, proof of reserve, mes clients, je suis à 20% de Shiba, mais les gens, ils sont contents, je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce qu'il faut pour que les gens, ils prennent conscience, hein. C'est vraiment grave, hein. Là, franchement, j'avais de la compassion, mais après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Sincèrement, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Ouais, moi j'ai là-dessus, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Camélia. En fait, pour moi, quand on parle de proof of reserve, on a tendance à mettre beaucoup de choses dans ce terme et à mélanger pas mal de choses. Là, on a vu des exchanges en réaction à la liquidation d'FT, à la faillite d'FTX. On a vu pas mal d'exchanges réagir en publiant, en disant, bah, nous, on possède des fonds sur ces adresses-là. Donc, normalement, n'importe qui peut vérifier qu'il y a effectivement de l'argent sur ces adresses-là. Et ils appellent ça une proof of reserve. Alors, bah, déjà, enfin, rien ne prouve, enfin, c'est assez Mais facile de donner une adresse. exactement. Et qu'est-ce qui dit qu'il la possède déjà, l'adresse? Donc, Déjà, déjà, ouais. ça commence mal, ça commence plutôt mal. Alors après, on peut dire oui, mais on peut faire une signature, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on avait discuté dans le Space Cake de la semaine dernière sur comment on peut faire des formats pour justement prouver qu'on possède bien l'argent dans les UTXO. Donc ça, c'est une chose, mais même ça, et ça suffit pas. Et moi, j'appelle pas ça une proof of reserve. Ce que j'appelle une proof of reserve, c'est la partie audit dont tu as parlé, mais qui est en fait un peu plus subtile parce que on peut imaginer des sortes de fichiers ou en tout cas de preuves cryptographiques que l'argent que tu as sur ton compte a bien été effectivement. Y a un auditeur qui va regarder tous les comptes de la plateforme, qui va faire la somme des valeurs de ces comptes et puis qui va dire bon bah moi en tant qu'auditeur j'ai vu qu'il y avait tant sur la plateforme et il va aussi créer une sorte de structure en arbre de Merkle qui va permettre à n'importe qui a un compte de vérifier que l'auditeur a bien sommé l'argent de son compte dans le total qu'il a calculé. Et donc là, quand tu prends ça et que tu le combines avec effectivement donner des adresses et prouver qu'on possède l'argent dans ces adresses, quand tu combines ces deux choses-là, à la limite, tu commences à avoir quelque chose qui commence à dire quelques trucs parce que tu sais que que l'exchange il a de l'argent dans certaines adresses, il l'a prouvé en signant avec les adresses. Tu sais que y a un total qui a été sommé par un auditeur et que dans le total, l'argent de ton compte a bien été sommé. Donc là, ça commence à être rassurant. Mais il y a toujours une confiance dans l'auditeur qui a sommé l'argent des comptes de tout le monde. Donc faut faire confiance à l'auditeur toujours. Ça peut, c'est pas voilà, c'est pas sans point de défaillance unique tout ça évidemment. Et puis bien sûr il y a là tout ça c'est très bien la proof of reserve de montrer qu'effectivement on a bien les bitcoins des gens, mais ça dit rien de la situation financière de l'exchange parce que imaginons que cet exchange, ok, il n'a pas transféré ses bitcoins, mais en fait il a fait un prêt collatéralisé avec ces bitcoins-là, avec les actifs de ses clients, eh ben, on aura toujours le même problème. Même s'il n'y a rien qui apparaît sur la blockchain, en fait, il y a des accords dans le monde fiat qui feront que l'exchange se fera liquider si jamais il y a le moindre problème, quoi. Donc effectivement, c'est pas du tout complet et je veux dire le minimum, ça aurait été de faire effectivement ce que je décris comme une proof of reserve complète, c'est-à-dire avec prouver qu'on possède l'argent dans des adresses,
prouver que l'argent qui est dans ton compte a bien été sommé dans le total de ce qu'on a compté dans un audit. Mais ça, déjà, ce type d'audit, ça se fait pas en 2 jours comme on vient de voir là, les exchanges qui nous sortent en 2 jours des proof of reserve ils appellent ça des proof of reserve alors que ça vaut pas grand-chose quand même. Et d'autre part, ça n'écarte toujours pas le fait que l'exchange peut ne toujours pas être solvable dans l'histoire. Hein. C'est qu'une petite preuve de quelque chose. Voilà. Ouais, pour rebondir là-dessus, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans la gare, mais juste par rapport à KuCoin notamment, j'en ai discuté avec le CM France de KuCoin parce qu'en fait ils ont fait exactement ça. Vous m'entendez bien ou pas? Ça va? À la fin de la nuit, Non, pas trop. On a un peu la voix de la gare aussi. Je bouge. Bah, j'interviendrai tout à l'heure. Allez-y, continuez. Et ouais, du coup, Serra, et après Serge. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Pantami, je suis plutôt d'accord avec lui, notamment sur le fait qu'au final, une proof of reserve, ça prouve pas vraiment beaucoup de choses sur la situation financière de l'exchange et donc la capacité à redeem ses fonds. J'ai partagé un article de Peter Todd, qui est d'ailleurs l'article qui est à la base des single-use seal. C'est le premier article où il en parle. Les single-use seal, pour les gens qui connaissent pas, c'est à la base de RGB aujourd'hui. Et dans cet article, il explique une façon que les exchanges pourraient faire pour publier des proof of reserve en utilisant notamment les single-use seals, qui seraient trustless parce que, enfin bref, il y a pas mal de trucs assez intéressants dedans et techniquement, c'est pas hyper complexe. Donc voilà. Mais après, si on croise, enfin. Si on pense pareil que Pantamis, n'importe quel article peut pas forcément. Enfin, de base, le proof of reserve a ses limites, quoi. Donc même la meilleure implémentation du proof of reserve reste ultra limitée. Pour moi, ouais, je voulais juste dire que pour moi, le problème, c'est qu'avec le 90% des users, eux, ils voient une jolie page où c'est marqué proof of reserve, regardez, on attend, et ça représente 105% de ce qu'ont les users, et ça leur suffit, quoi. C'est Ouais, bien dommage, mais c'est la réalité de la chose, quoi. Donc, tu leur fous des preuves cryptographiques, on va dire, oh, de la cryptographie, c'est cool. Et ils comprennent rien. Oui, et comme tu dis. Proof of reserve, Et comme tu disais au tout début, c'est pas dans l'intérêt de tous les exchanges de au final faire un truc ultra strict, sachant que 95% des users vont en éviter de toute évidence. Donc, ouais. Je pense de manière générale qu'il y a un énorme mais monstrueux manque d'éducation des gens qui sont en crypto. Mais c'est pas juste non, les gens n'ont absolument aucune éducation sur pourquoi je suis en crypto, quoi. C'est le côté bankless et tu changes pas d'une banque pour aller à un exchange, ça a aucun sens. Si tu vas sur un exchange, c'est pour avoir une porte d'entrée sur du self-custody dans la foulée. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à KuCoin, moi j'en discutais avec le CM France. C'est exactement ce qui s'est passé parce qu'ils m'ont envoyé les proofs, soi-disant proof of reserve avec les différentes adresses, avec le listing, tout ça. Sauf que si tu cliques sur l'adresse Etherscan, moi j'ai fait un truc con, j'en ai pris une au pif pour faire la comparaison et en fait les fonds avaient déjà bougé alors que ça faisait 4 heures. Donc ils ont fait remonter ça, ils veulent mettre justement le principe d'Art Merkel en place. Mais je pense que là c'est juste n'importe quoi. C'est un cirque ce qui se passe avec les exchanges. Ils ont tous voulu sortir leur fameux proof of reserve, sauf que c'est plus proof of stupidity ce qui se passe là. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Je pense qu'il va falloir laisser le temps un petit peu à tout ça. Par contre, je ne serais pas étonné qu'il y ait un ou deux exchanges qui sautent encore par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux potentielles liquidations qui arrivent dans la foulée. John, après Serge. Ouais, moi je me disais, là on est vraiment crypto-bro-centré, mais il y a pas mal de personnes qui détiennent entre guillemets des cryptos. Moi je pense à mon collègue qui, je l'avais déjà dit, mais qui travaille dans l'IT, donc qui est censé être technique, donc qui est normalement à une passerelle, en tout cas intellectuelle, qui le faciliterait en fait à comprendre ce genre de choses, et qui m'expliquait en fait qu'il avait des fonds chez Coinbase, et quand je lui parlais d'un wallet, il n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc si en plus on lui parle de proof of reserve, etc., donc déjà il y a. Quand on parle de proof of reserve, effectivement, il y a probablement 90% des personnes qui vont se cantonner au tampon proof of reserve. Mais il y a encore, quand je dis 90 personnes, il y a 90% des gens qui ont des fonds, qui pensent avoir des cryptos, mais ils ne savent pas comment ça marche, qui ne s'intéressent même pas, ils ne sont même pas des crypto bros, quoi, ils sont juste achetés
parce qu'on leur avait dit, voilà, c'est cool et tout, qui se renseignent absolument pas comment ça fonctionne. Donc là, on est encore plus loin, là, on est vraiment, on est vraiment très, très, très loin du compte. Donc, je vois pas très bien ce qui... Enfin, les exchanges, voilà, ils suffiront, pour eux, ça leur suffit amplement de faire un truc un peu fake, et ça suffira pour éteindre l'incendie et que, voilà, que ça régularise tout ça, quoi. Ouais, Serge, après Vince, après Bob Mila, j'essaie de garder l'ordre. 1, 2. Est-ce que vous m'entendez correctement? Nickel. Parfait. Ok, alors je voulais rebondir sur ce que disait Pantamis, puisque en fait il a entièrement raison. Il faut, en tant qu'utilisateur, qu'on demande plus de la part de ces exchanges centralisés qui fonctionnent en fait comme des banques. En fait, si on revient vraiment au tout début de la débâcle FTX, qu'est-ce qui a fait chuter FTX? C'est la publication de ses comptes par CoinDesk. Et ensuite, CZ a réagi. Et en fait, c'est pas un proof of reserve. Même un proof of reserve de FTX n'aurait pas fait chuter FTX. Ce qui a fait chuter FTX, c'est la publication de ses dettes et de ses revenus. C'est ça le plus important pour un exchange. On ne peut pas avancer en crypto si on ne part pas du principe que tout doit être transparent, parce que c'est exactement ça, l'idéologie de base. Et derrière, les exchanges sont extrêmement opaques sur leurs dettes, et ensuite elles prêtent à tout bout de champ à d'autres entreprises pour passer ces proof of reserve qui sont complètement arbitraires, hein, évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence, donc bien sûr au niveau des actifs, ce que possède vraiment le sexe, et ensuite ce que doit ce sexe et combien gagne ce centralized exchange. Donc FTX, en l'occurrence, on avait un trou, une différence entre l'actif et le passif de, si je dis pas de bêtises, 9,4 milliards de dollars. C'est évidemment pas gérable, et le fait qu'ils aient pu s'en sortir pendant autant de temps avec un tel trou montre en fait la complète opacité et l'accaparement des ressources pour ces acteurs, qui est évidemment pas soutenable pour notre écosystème. Donc évidemment, en fait, on devrait, en tant qu'utilisateur, sous menace de ne plus utiliser l'ensemble de ces crypto-banques, en fait, de demander directement la publication des livres de compte de l'ensemble de ces exchanges centralisés. Ouais, mais ça arrivera pas, je pense. Mais bon, effectivement. Alors, la vraie question, c'est comme on a une régulation qui est quand même relativement assez importante pour l'ensemble des banques qui sont cotées en bourse, comme on peut se dire que un token représente la valeur des exchanges sur le marché des cryptos, l'ensemble des centralized exchanges qui ont un token devraient publier au moins annuellement leurs avoirs et du coup leur livre de compte. Donc ça inclut actif, passif et leur journal quoi. Donc ça ce sont des opérations comptables, et puis ensuite les gens qui le souhaitent évidemment peuvent regarder publiquement et éplucher ces comptes-là. Mais en fait, c'est ce qui a vraiment mis la puce à l'oreille pour le cas de FTX. C'était pas, déjà, il n'y a jamais eu de proof of reserve, mais c'était vraiment cette publication des livres de compte, quoi. Et ensuite, on s'est rendu compte que l'ensemble de leur dette reposait sur le FTT. Le FTT, qui, je le rappelle, était un token comme la majorité des tokens qui sont illiquides, en fait. Donc ensuite, après, on utilise de la fausse valeur qui est créée par de la total supply qu'on multiplie par le prix. Et en fait, derrière, il y a des poules de liquidité à 100 000, 200 000 dollars. Et en fait, on peut faire chuter le prix très rapidement. Et tout le monde se dit, très bien, ce token-là, il vaut 200 millions, alors qu'en réalité, il y a très très peu d'acheteurs et très très peu de vendeurs. On peut facilement le manipuler, et juste avec la valeur sur le papier, on peut emprunter massivement de la dette auprès d'autres acteurs. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. C'est improbable que notre écosystème puisse se développer plus largement si on se base uniquement sur des promesses de valeur où derrière, le token n'est pas capable d'encaisser une hausse ou une baisse avec très peu de volume. Donc ouais, la vraie question, c'est aussi comment la régulation va réagir en fonction. Je pense que le point positif, ce serait évidemment à terme d'avoir ces livres de compte et ces bilans ouverts, au moins pour ces gros acteurs de l'écosystème. Okay, ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, tout l'intérêt de Bitcoin, de la cryptographie, tout ça, c'est de pouvoir justement ne pas avoir besoin de ce côté régulation et directement pouvoir s'assurer de ce genre de choses-là
en prenant la self-custody de ses actifs. Et je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Alors après, voilà, forcément, je suis biaisé parce que moi, je suis habitué, je suis jeune, plutôt tech, etc. Mais je pense franchement que entre ça et te farcir un résumé comptable, ça et essayer d'éplucher une proof of reserve plus ou moins obscure, bah finalement, moi perso, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus facile de self-custody. Et finalement, là, c'est une sorte de régulation, mais par les maths, si on veut, qui est bah, ouais, plus ou moins infaillible, quoi. Et donc, parce que finalement, le problème de la régulation, c'est que elle a toujours ses effets pervers, alors que bah, la self-custody, pour le coup, voilà, il n'y a que du positif de ce que je vois. Je suis entièrement d'accord, hein, tu prêches un converti. Évidemment, si on peut tendre vers une démocratisation de la self-custody, il faut le faire. C'est juste que pour les utilisateurs qui vont, parce qu'il y en a encore une majorité qui sont sur Centralized Exchange, ben, quel est le moyen d'assurer que bah, cet exchange est solvable? Quel est le moyen d'assurer que bah, les actifs qui sont déposés sont bien back one-to-one? Bah c'est proof of reserve, c'est un moyen qui est extrêmement limité. Mais si évidemment ensuite tout le monde demain achète un cold wallet et part sur de la self-custody, alors du coup le moyen de régulation devient complètement obsolète. Mais effectivement, hein, t'as entièrement raison, Fanny. Bill, c'est Snitchy, et après on passera à FlairBF parce que ça fait déjà 48 minutes qu'on est sur ce sujet. Ouais, salut tout le monde. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Bah là, je vais répéter un peu des choses, peut-être compléter là. Mais pour la proof of reserve, surtout là, ce que les gens appelaient proof of reserve là, ces derniers jours là, c'est vraiment du vent là. Tu sais, moi, j'ai travaillé sur des audits, des choses comme ça. C'est quasiment prouver la propriété là d'un Bitcoin ou d'un coin. C'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire là. Puis de le faire en quelques heures là, comme ils ont fait, c'est n'importe quoi. Mais ensuite, c'est ça, il faut regarder au niveau, là, un échange, c'est pas juste un wallet, c'est une compagnie, là. Et puis, c'est ça, là, si tu regardes, par exemple, ceux qui sont régulés comme Coinbase, là, tu pourrais éventuellement avoir accès aux dettes, à qui on devoir de l'argent, ces choses-là. Parce que le problème, au final, c'est ça, là. Parce que tu peux prouver que tu as X Bitcoin ou X coin, mais s'il y a plusieurs personnes qui ont un claim dessus, là, c'est un des problèmes qu'il y a eu avec FTX. Au final, c'est ça, là, tu peux prouver que tu as des bitcoins, mais s'ils sont en collatéral pour quelque chose d'autre, et puis au final, il y a 3 personnes qui pensent que ce bitcoin est le leur, c'est là que tout explose, là, parce que un débat FTX, là, c'était de la fraude, là, c'est même pas de la mauvaise gestion ou quelque chose, là. Mais c'est un problème qui est vraiment global, là. Si tu regardes les mineurs bitcoin, là, c'est exactement le même problème qu'ils ont en ce moment où ils ont utilisé leur Bitcoin comme collatéral pour prendre de la dette, ou même des miners. Là, là, on était vraiment dans une période où n'importe qui prenait de la dette avec n'importe quoi là, en collatéral. Et puis là, c'est tout en train d'exploser. Là, c'est beaucoup plus large que juste les échanges. C'est vraiment un problème où, en fait, les gens étaient en mode bull market, number goes up, etc. Et au final, ouais, c'est ça. Tous ces tokens-là, là, qui sont beaucoup du vent, ont été utilisés comme collatéral. C'est ça qui a fait monter là, les prix. Et puis, une fois que ça a pété, tout pète. Là, donc je pense que c'est un problème plus de mentalité aussi que juste là, de dire c'est les échanges. C'est beaucoup plus global que ça. Là. C'est tout le système de dette qui a été créé autour là, de tokens qui valent rien, qui est en train d'exploser. Puis les conséquences, ça va être une réglementation qui va arriver là, c'est certain. Là. Oui, c'est sûr que ça va être très certainement utilisé pour justifier un peu tout et n'importe quoi. On commence à avoir l'habitude de ça. Je sais pas, c'est Lounès qui garde un peu l'ordre d'arrivée des mains levées, mais je pense que c'est Snitchy puis Camélia. Snitchy, et après on passe à FlairBF, on passe aux choses sérieuses. Ça fait déjà 45 minutes. Camélia aussi, avant qui lève la main depuis un certain temps, et ensuite RBF. Ça marche. Allez, Camélia. Parce que c'est bien. Ouais, du coup, bonjour tout le monde. Moi, je voulais dire aussi pourquoi je pense que le proof of reserve est, comment dire, un peu inutile. Bon, on en a déjà, enfin là, vous en avez parlé. Comment dire, avoir une tenue de compte entre guillemets tous les mois, ça ne va pas prouver ce qui s'est passé pendant le mois, etc.
Et en plus de ça, on peut avoir, les clés publiques maîtresses des exchanges, etc., pour vouloir, auditer leurs fonds. Mais le problème, en fait, c'est toujours le nombre d'utilisateurs qu'on ne connaît pas. Parce que, on peut me dire que tu as 500 000 bitcoins. Si derrière, tu as 1 milliard d'utilisateurs et que tous ces utilisateurs, en fait, ont, je sais pas moi, 0,1 bitcoin, etc., et ben, au final, ça reste de la réserve fractionnaire. Donc, c'est bien de vouloir, rendre une chose transparente, mais à la fin, il faudrait vraiment rendre tout transparent, justement, et avoir l'activité des utilisateurs en transparent pour qu'on sache si vraiment la réserve qui est en place n'est pas fractionnaire, etc. Donc, en fait, c'est tellement casse-tête que, au final, avoir une phrase de 25 mots, c'est vraiment casse-tête, quoi. Ouais, je vais dire que là, moi, quand j'ai fait mon commentaire, j'ai parlé de la partie où il y a un auditeur qui vient, qui fait la somme des comptes et qui regarde s'il y a bien le total, de combien de total il a. Il observe que l'exchange doit à ses clients. En fait, dans cette partie d'audit, l'auditeur, il va créer un arbre de Merkle avec des sommes intermédiaires. Et c'est comme ça qu'après, en publiant en fait la racine de l'arbre de Merkle, en publiant donc cette structure de données, n'importe quel client pourrait être susceptible d'interroger l'arbre de Merkle pour vérifier que ses fonds à lui ont bien été sommés dans le total. Donc ça permettrait de prouver qu'il n'y a pas de réserve fractionnaire dans l'histoire. Mais évidemment, ce n'est pas du tout ce qui a été présenté ces derniers jours par les exchanges. Les exchanges, dernièrement, ce qu'ils ont présenté, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire on attend de Bitcoin, mais rien ne dit qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait 3 fois plus pour couvrir en un pour un les actifs des clients. Je précise juste que c'est possible de faire quelque chose de plus propre. Mais encore une fois, même ça, c'est pas l'alpha et l'oméga, puisque effectivement, comme on l'a dit, il y a aussi les dettes à prendre en compte. Et je ne sais pas si tu l'as précisé, mais du coup, dans le cas d'un arbre de Merkel comme ça, l'auditeur, il certifie la racine de l'arbre de Merkel. Et du coup, après, chaque client, tu fournis à chaque client les branches adjacentes et tu peux vérifier le lien qu'il est bien inclus dans l'arbre. Mais il ne me semble pas que tu aies précisé que l'auditeur certifie la Oui, racine. oui, non, mais si à chaque fois je dis que c'est l'auditeur qui crée en fait cet arbre de Merkle puis qu'il partage effectivement. Mais oui, oui, c'est une forme de certification tout à fait. Mais voilà. Ce qui est essentiel, c'est que lui, il ait vérifié la somme totale et que du coup, après, il ait produit un arbre de Merkle avec les sommes intermédiaires pour que tout le monde puisse vérifier qu'il y a bien l'argent sur son compte à lui sans que ça doxe, sans devoir doxer les clients de l'exchange, quoi. Voilà. Et de préférence, il faut que la racine, si la racine, elle soit publiée sur un ledger décentralisé pour être sûr qu'il n'y a pas un problème Non, ça de change tierce rien. partie. Ça change rien, ça. Il n'y a pas besoin. Puisque de toute façon, tu fais confiance à l'auditeur. Donc, c'est déjà un point de centralisation. Donc, il n'y a pas besoin de ledger décentralisé. Ça change Non, rien. mais ce que je veux dire, c'est que pour être sûr que tout le monde a accès à la même racine. Ah non, mais ça, c'est pas. Ils vont voir sur le site de l'auditeur ou des choses de ce type-là, mais c'est l'auditeur qui est chargé de faire en sorte de certifier la racine. Donc, c'est l'auditeur qui te donne accès à la valeur de la racine, des choses comme ça. Après, l'auditeur, il peut signer la racine, et après, libre à n'importe qui de copier-coller la racine et la signature de l'auditeur pour ensuite la partager aux autres. Mais il n'y a pas besoin de foutre ça sur un registre public et de forcer plein de nœuds à le partager, alors que ça a juste une valeur de confiance, quoi. C'est juste la signature de quelqu'un qui certifie quelque chose. Donc, il n'y a pas besoin d'un registre décentralisé pour ça. Non, c'est pas nécessaire du tout. Vraiment, c'est l'auditeur qui est dans la responsabilité ensuite de laisser en libre accès la certification qu'il a fait, parce que sinon, il sert à rien, l'auditeur, s'il donne pas accès à la certification. Enfin bon, bref, après, après, tu peux le publier dans un up return d'une transaction Bitcoin si tu veux. C'est juste que c'est un up return d'une transaction Bitcoin, quoi. C'est comme Bah, il machin me semblait. qui annonce son mariage sur la blockchain Bitcoin, quoi. Super. Non, mais il me semblait qu'il y avait un intérêt à faire ça, mais peut-être que tu as raison. Mais ouais, je pensais qu'il y avait un intérêt à faire ça pour éviter. Faut pas prendre un registre décentralisé pour une base de données. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour conserver de la donnée. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Mais là, il y a un point. Là, c'est déjà centralisé par la confiance, donc il n'y a pas besoin de décentraliser quoi que ce soit, puisque de toute façon, tu fais confiance à l'auditeur. Si l'auditeur il dit de la merde, de toute façon, ça aura beau être sur une blockchain, l'auditeur il a dit de la merde, il a dit de la merde, quoi. Donc autant faire confiance à l'auditeur pour récupérer la certification, quoi. Ça revient au même. Bref, voilà. Camélia? Oui, donc j'ai reçu un message privé d'un auditeur qui souhaite pas monter sur le space, mais qui souhaite exprimer une idée.
C'est en fait publier un proof of reserve. Est-ce qu'il n'y a pas une faille dans les stratégies, on va dire, des exchanges? C'est-à-dire que, admettons que là, il me donne l'exemple de Kraken qui publie son proof of reserve et que CZ, il s'en accapare pour stratégiquement essayer de faire tomber un des coins dont il posséderait le plus. Comme on a vu avec Alameda qui possédait à 70% du FTT. Et CZ, stratégiquement, donc il a communiqué d'ailleurs sur Twitter et ensuite il a fait tomber le coin en vendant en masse. Donc quelque part, est-ce que les exchanges, en publiant leurs avoirs, leurs trésoreries, ne sont pas, enfin, ce procédé n'est pas une faille potentielle stratégique, tu vois, enfin stratégiquement, qu'un concurrent qui possède un des coins d'un exchange enfin, là, on voit que, par exemple, Binance possède énormément de BNB. Si Kraken en a des tonnes, il peut faire tomber le cours et en même temps, en cascade, peut-être faire tomber. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était ça un peu l'idée. Pour le coup, là, c'est FTX qui a mal géré son truc parce que CZ, c'était un early investor de FTX. Et du coup, SBF, justement, pour pallier à ce problème-là, ben, il a racheté les parts de Binance, enfin de CZ, qui était à peu près de l'ordre de 2 milliards, je crois. Et le problème, c'est qu'il lui a racheté en quasiment, une grande partie en FTT. Du coup, il a fait plein de tokens de sa plateforme à CZ, et puis lui, il a juste eu à l'identité 2 ans après. C'est ça. Et puis, il dit aussi que pour la parité 1 pour 1, c'est trop faible. Par exemple, les avoirs d'un client sur une parité 1 pour 1, c'est juste. Et qu'en cas de défaut, il faudrait plutôt 1 pour 5. Mais bon, après, c'est conséquent. Chacun sa gestion. C'est vrai qu'il faut toujours un peu plus et pas somme égale par rapport aux avoirs des clients. Mais juste pour préciser la première question, normalement, là, les proofs de réserve, c'est pour prouver l'argent que les clients ont sur l'échange. Là, c'est pas la trésorerie nécessairement de la compagnie. Donc, normalement, là, il n'y a pas d'impact. Là, si les gens achètent n'importe quoi, tant qu'ils peuvent redeem ce n'importe quoi, ça ne devrait pas mettre en danger les autres clients. Là. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un gros problème de gouvernance. Et le problème avec FTX, c'était que l'argent des clients n'était pas du tout séparé de la compagnie. Là. Donc, à la base, il faut qu'il y ait une gouvernance correcte, là, ce qui normalement doit être le cas. Et ce que les gens pensaient le cas, mais apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Là. Que les fonds des clients sont séparés du reste. Là. Et le problème, c'est que ça, ce n'est pas le cas. Là. Allez, Benjamin, vite fait, puis on passe à Full RBF. On a passé beaucoup de temps sur FTX. Ouais, du coup, juste bonjour à tous, merci de me donner la parole, je vais faire très vite. Pour moi, l'audit, c'est pas la solution parce que j'ai vu plein de choses dans le monde traditionnel du trading classique où même j'ai eu des complices et là, on a vu ce qu'on a eu avec SBF, c'est digne d'une grosse série Netflix. Et moi, j'ai déjà vu en finance traditionnelle des vrais faux où j'avais reçu une proof of reserve de Citibank, comme quoi j'avais bien mes fonds chez ce courtier et tout ça. Et en fait, ils avaient un complice en interne où ils faisaient des vrais faux et c'était parti hyper loin comme truc. Et je pense que la réponse, c'est ce pourquoi on est tous là aujourd'hui, c'est la blockchain. Et j'ai compté, je suis allé sur Binance, il y a plus de 40 applications différentes pour faire du trading. Donc je pense qu'ils sont capables, même si ça prend du temps, d'utiliser plein d'outils pour nous faire une vraie proof of reserve intelligent. On est très fort pour ça, en utilisant les Soulbound tokens et par la suite les Zero Knowledge Proof, où chacun pourrait checker sans avoir accès aux data qu'il y a bien en réserve ce qu'il a sur l'exchange. C'est sûr que ça prend du temps, mais pour moi, c'est la vraie réponse qu'on a et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la blockchain. Et tout le reste, on s'en fout un petit peu, c'est autour. Non, la vraie réponse qu'on a, c'est la self-custody. C'est pas aussi, mais c'est super dur pour tout le monde. On peut aussi fake un arbre de Merkle que tu décris pour info. Hein. Quand j'ai dit qu'on devait faire confiance à l'auditeur sur les arbres de Merkle pour pouvoir vérifier justement pour que chaque client puisse vérifier qu'il a bien les fonds sur l'exchange, que l'exchange a bien ses fonds, ça peut aussi se fake. On fait confiance à l'auditeur. Si effectivement dans ce que tu décris, il y a des auditeurs qui
qui ont l'habitude dans la finance traditionnelle de faire des fausses certifications, des faux audits, on ne pourra pas résoudre le problème malheureusement avec de la blockchain. Là, l'exchange, la plateforme d'échange, si elle décide de se mettre de mèche avec l'auditeur pour faire une fausse preuve, elle se met de mèche avec l'auditeur pour faire une fausse preuve et on ne peut rien y faire. Tant qu'on n'a pas les fonds, on ne peut pas vérifier qu'ils sont bien à nous. Hein. Voilà. Parfait. Bon, bah, Fanny, je pense qu'on peut passer au Pool RBF, ce que tout le monde attend ici. Carrément. Merci en tout cas vraiment à toutes les personnes qui ont pris la parole pour vos questions et vos interventions. C'était vachement cool, vachement riche. Donc merci beaucoup. Et maintenant, effectivement, on est obligé d'un peu d'avancer pour pouvoir avoir le temps de caser tous les sujets. Parce que le troisième ou deuxième sujet, ça dépend comment on compte, de la soirée est assez important, je trouve. Donc c'est un changement dans Bitcoin Core qui concerne les politiques des mempools. Donc pour les personnes qui peut-être ne savent pas, un mempool, c'est l'endroit où votre nœud Bitcoin va stocker les transactions qui sont entre guillemets en attente, c'est-à-dire les transactions dont il est au courant, parce qu'il les a vues passer sur le réseau, mais elles n'ont pas encore été minées dans un bloc. Et donc, on peut parler parfois de manière un peu impropre de le mempool, comme si on n'avait qu'un, parce qu'effectivement, globalement, tout le monde est à peu près au courant des mêmes transactions, mais en réalité, il y a un mempool pour chaque nœud Bitcoin. Et il y a des règles, du coup, qui sont propres à chaque nœud, en théorie, sur quelles transactions est-ce que je vais accepter dans mon mempool et puis ensuite relayer aux autres nœuds auxquels je suis connecté, et quelles transactions est-ce que je vais refuser. Et bien sûr, Bitcoin Core, qui est l'implémentation très largement majoritaire de Bitcoin, a ses propres règles par défaut, et aussi, si on va un peu plus loin, a son propre set de règles qu'on peut facilement modifier, même sans regarder ce qui est par défaut. Il y a certaines règles qu'on peut modifier pour changer le comportement. Et donc, bien entendu, ce qu'on peut faire du point de vue de Bitcoin Core va avoir un impact forcément sur comment sont relayées les transactions dans le réseau Bitcoin plus largement, puisque quasiment tous les nœuds utilisent Bitcoin Core. Et donc, actuellement, dans Bitcoin Core, par défaut, vous avez ce que vous appelez Opt-in RBF, donc Opt-in Replace by Fee, qui vous permet de signaler sur une transaction. En gros, sur votre transaction, vous allez cocher une case qui va dire que votre transaction peut être remplacée dans le futur par une autre transaction qui dépense exactement les mêmes bitcoins, mais avec des frais plus élevés. Et ensuite, il n'y a pas vraiment d'autres conditions. Donc, vous pouvez très bien, cette transaction de remplacement, elle peut très bien venir dépenser les bitcoins, mais sur une autre adresse, par exemple. Et donc, ça, c'est la règle actuellement. Et donc, ça veut dire que si votre nœud Bitcoin voit une transaction qui arrive, mais qu'elle ne signale pas le remplacement, donc elle ne signale pas RBF, du coup, vous n'allez pas accepter une autre transaction qui arriverait après et qui dépenserait les mêmes Bitcoins. Vous allez prendre la première qui est arrivée. Mais par contre, si votre nœud voit passer une transaction qui signale RBF et ensuite une autre transaction qui dépense les mêmes bitcoins mais avec plus de frais, dans votre mempool, vous allez garder la deuxième transaction dans l'ordre dans lequel vous les avez vues, donc celle qui paye le plus de frais. Et vous allez du coup supprimer l'autre de votre mempool. Et la proposition qui est, de ce que j'ai compris, moi en tout cas, en passe d'être merge dans la version 24 de Bitcoin Core, c'est ce qu'on appelle Full RBF, où cette fois-ci, on a les mêmes règles sur le fait qu'il faut que la nouvelle transaction paye plus de frais que la précédente. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, c'est un bon moyen de synthétiser. Donc, il faut que la nouvelle transaction paye plus de frais que celle qu'elle remplace. Mais par contre, il n'y a pas besoin de signaler, en cochant cette petite case, que la transaction initiale peut être remplacée. Et donc, toutes les transactions sont considérées par les nœuds qui ont Full RBF activé comme potentiellement remplaçables. Et donc, ce qui est en train de se passer, a priori, c'est que dans Bitcoin Core version 24, on aura la possibilité d'activer Full RBF. Donc, par défaut, ce sera désactivé, mais les utilisateurs pourront assez facilement, en lançant leur nœud Bitcoin, dire qu'ils veulent activer Full RBF sur leur nœud. Et ce qui change en fait pas mal certains cas d'usage, notamment autour du fait d'accepter ou non
des paiements en Bitcoin sans attendre qu'ils aient été minés dans un bloc. Donc c'est ce qu'on appelle le zéro conf pour zéro confirmation. Et donc qui est quelque chose qui en fait est assez répandu globalement. Si vous payez quelqu'un en Bitcoin dans le monde réel, il y a peu de chances qu'il vous demande d'attendre 10, 20, 30 minutes le temps que ça soit miné. Donc il y a de fortes chances qu'il accepte en fait quelque chose en zéro conf. Et il y a aussi des services en ligne qui ont recours. Il y a aussi des wallets Lightning qui ont recours pour faciliter l'expérience utilisateur. On pense par exemple à Phoenix, à Breeze. Et donc il y a toute cette question-là qui est maintenant, si Bitcoin Core permet de passer en mode full RBF assez facilement, quid de ces services qui aujourd'hui ont une certaine gestion du risque qui est facilitée par le fait qu'ils peuvent très facilement voir si une transaction a de bonnes chances d'être remplacée ou pas, suivant si elle signale ou pas qu'elle est remplaçable. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on sait quelle partie des nœuds a priori, on peut savoir quand même quelle proportion des nœuds utilisent full RBF, mais du coup, comment savoir si full RBF se répand un peu dans le réseau, comment évaluer le risque lié au fait d'accepter des transactions sans confirmation, par exemple. Snitchy? Ouais, par rapport à comment dire l'activation entre guillemets possible maintenant pour tout le monde de full RBF, c'est un peu entre guillemets dommage puisque ouais, on peut plus faire vraiment de zéro conf, etc. Après, d'un autre côté, c'est compréhensible puisque voilà, on reste sur comment dire des tailles de blocs limitées, etc. Donc, il faut quand même prendre la responsabilité maintenant d'attendre des confirmations au risque, comme il y avait un gang de ransomware là il y a pas longtemps qui s'est fait voler des BTC. En gros, comment dire, c'était avec la police néerlandaise. Et pendant la négociation de la rançon, la police néerlandaise a envoyé les BTC aux hackers et les hackers n'ont pas entendu les confirmations pour envoyer la clé de déchiffrement. Du coup, une fois que la police néerlandaise a reçu les clés, et elle a tout simplement fait, comme l'a expliqué Fanny, un RBF pour envoyer les BTC sur une autre adresse. Donc là, c'était une adresse qui appartenait du coup à la police, etc. Et ça fait que les mecs se sont fait un petit peu rogue. Après, comment dire mesurer ce risque sur là c'était une grosse transaction, donc peut-être que là forcément faut attendre, etc., d'avoir de la sécurité. Sur des petites transactions, si tu connais la personne qu'elle va repasser, etc., bon, peut-être pourquoi pas, mais ça reste pas ouf. Donc le mieux, ouais, ça reste d'attendre des confirmations, et si vraiment il faut du paiement instantané, utiliser Lightning, quoi. Ouais, je voulais juste faire une remarque. Effectivement, RBF, ça. Alors, il y a des wallets qui permettent d'annuler la transaction à l'aide d'RBF. Il y a Blue Wallet qui permet de le faire, je crois. Et ce qui revient en fait assez systématiquement, c'est que tout passer, en fait, accepter RBF de manière générale, effectivement, pour le marchand, ça peut être problématique. Il y a quand même un truc, c'est que on peut quand même remplacer une transaction, même sans RBF. Et ça, c'est les mineurs, en fait, ils ont en fait ils ont un moyen de faire du MEV, là, c'est Miner Extracted Value. Il n'y en a pas beaucoup sur Bitcoin, mais il y en a quand même sur cet aspect-là. Donc, bon, pour l'instant, c'est anecdotique, mais on pourrait imaginer que des wallets s'intègrent à des API de mineurs pour faire du remplacement de transactions non confirmées, même sans utiliser RBF. Ça n'existe pas. Je crois pas que ça existe actuellement, mais je vois pas ce qui techniquement pourrait l'empêcher. Donc, d'une manière générale, je trouve que accepter en zéro conf, c'est une assez mauvaise idée, même pour des petits montants. Donc voilà, c'est juste la petite remarque que j'avais. Après, par rapport à ça, effectivement, c'est toujours une possibilité, mais du coup, ça implique a priori soit d'être très bien connecté avec d'autres nœuds dont tu sais qu'ils vont relayer ta transaction parce qu'ils font du full RBF, soit de contacter directement le mineur. Ouais, et ça, à ce moment-là, ouais, mais c'est coûteux. Et donc, tu vas pas pouvoir le faire pour une petite transaction. En général, sur ce type de truc out of band, les mineurs, ils ont une fee assez élevée. On l'a vu avec Bourak quand il a publié sa transaction, la dernière transaction qui a fait bugger LND. Il a dû payer $700 de frais. Mais c'est pour une autre raison, c'est parce que sa transaction n'était pas standard. Donc même la même pool des mineurs pouvait potentiellement la refuser de l'inclure dans le bloc parce qu'elle n'était pas standard. Donc là, pourquoi pas, ok. Mais là, c'est différent. C'est pas une question de standardisation, là, le remplacement de transaction.
Honnêtement, tu es un mineur, si tu veux te faire un peu plus de pognon, tu peux demander avec même une petite augmentation de frais pour des choses de la vie courante, hein, je veux dire, pas forcément sur des micro-paiements, mais sur des paiements qu'on ferait de manière classique, ça pourrait... il y a un business du point de vue mineur s'il a envie de se renflouer, par exemple. Parce qu'il est un peu en difficulté, son électricité est un peu chère, etc. C'est quelque chose qui peut tout à fait s'envisager. Et effectivement, ça passerait pas par le réseau peer-to-peer, mais ça passerait en fait en off-chain pour annuler la transaction, quoi. La question qui me vient au premier, c'est quoi l'intérêt de passer en full RDF par rapport à l'option RDF? Ça nous enlève juste nos responsabilités, quoi. C'est quoi les intérêts concrets de passer en full RDF? C'est toute la question, effectivement, où moi, je suis pas encore vraiment convaincu. C'est-à-dire que on m'a pas donné un argument où je me suis dit, oui, effectivement, il faut vraiment full RBF. Les arguments, l'un des principaux, c'est de dire que niveau expérience utilisateur, c'est vraiment déconcertant pour les utilisateurs de devoir savoir à l'avance s'il faut qu'ils activent, full RBF quand c'est opt-in ou pas, si leur wallet le fait ou pas. S'ils avaient utilisé un wallet qu'ils ne faisaient pas et qu'à posteriori ils se rendent compte qu'en fait ils auraient dû, là ils sont un peu cuits. Alors qu'avec Full RBF, effectivement, c'est indéniable, tu as l'avantage que quel que soit ce que tu as utilisé pour faire ta transaction de base, s'il y a, disons, au moins 30 ou 40% des nœuds qui sont en mode Full RBF, ils vont bien relayer ta transaction de remplacement. Et avec 30% des nœuds, tu as un truc comme 95% de chances que ça arrive bien à un mineur, donc tu es assez bien. Maintenant, moi, je trouve que c'est plutôt une question, ce genre de choses, du X, donc ça pourrait plutôt être réglé au niveau applicatif, en allumant ou en éteignant opt-in RBF suivant les cas de manière plus ou moins transparente pour l'utilisateur, ou bien en lui demandant ce qu'il en pense à chaque fois, ce genre de choses-là. Donc voilà, là, je suis pas convaincu, tu vois, que ce soit quelque chose qui doit être réglé par Bitcoin Core, mais bon, ça se discute. Et puis ensuite, il y a eu, à la base, la pull request parce que c'est une vieille idée de mettre full RBF dans Bitcoin Core, mais la pull request sur laquelle on se base actuellement pour le faire, c'est une pull request d'Antoine Riard, où là, l'idée, c'était de permettre de pallier un potentiel vecteur d'attaque sur les transactions collaboratives type CoinJoin, ouverture de canaux Lightning en dual funding, ce genre de choses-là, où l'un des participants pouvait DOS, entre guillemets, les autres, en participant à la transaction collaborative et ensuite en propageant, juste avant que la transaction collaborative ne soit publiée, un double spend de son input qu'il met dans la transaction collaborative, ne signale pas le remplacement. Et donc à ce moment-là, l'autre transaction pour laquelle tous les autres ont signé et qui aurait été publiée, donc là il y a une question de timing un peu à éclaircir, se retrouverait coincée. Et donc du coup, ça prend du temps. Les autres, ils ont signé, donc ils peuvent pas vraiment... ils peuvent double dépenser, mais du coup, voilà, c'est vraiment une double défense puisqu'ils ont déjà signé une autre transaction qui a été publiée. Donc voilà, c'était pour vraiment ce cas qui est un peu aujourd'hui un peu niche, mais qui est peut-être appelé à devenir plus important dans le futur à mesure qu'on fait de plus en plus de transactions collaboratives. Donc effectivement, là, ça peut être vu comme quelque chose d'utile, mais finalement, pour moi, ça règle pas. Il y a plein d'autres moyens de DOS ce type de transaction qui demeure, ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant de supprimer ce moyen-là. Mais globalement, c'est les deux gros trucs que je vois. C'est l'idée que comme ça, au moins, tout le monde, même ceux qui n'ont pas capté que c'était intéressant dans certains cas de pouvoir remplacer, ils peuvent toujours bénéficier du remplacement. Et puis ce côté un peu, ça permet de protéger un peu certains types de transactions collaboratives contre des attaques. Mais je trouve ça un peu faible en fait pour justifier de le faire. Il y a un autre argument qui est que de toute façon, les mineurs vont le faire. Donc ça rejoint un peu ce que disait John. Et puis ils vont le faire d'autant plus qu'ils auront une incentive à le faire, qui est lié au fait que les rewards diminuent rapidement quand même. Et donc assez vite, ils vont avoir besoin d'extraire autant de valeur que possible. Et donc c'est certain que tous les mineurs vont à terme faire tourner un nœud Bitcoin avec du full RBF dessus. Mais très bien, donc ça veut dire que effectivement, je suis d'accord sur l'analyse que full RBF est inéluctable. Mais là, actuellement, ce qu'on voit, c'est plutôt que c'est en train d'être un peu rush, je trouve, dans la version 24.
alors qu'il y a eu plusieurs pull requests sur Bitcoin Core qui disaient essayons de séparer un peu les deux choses. Retirons RBF, enfin full RBF pardon, de la version 24, comme ça on peut envoyer la version 24 sans se prendre la tête avec ça. Et puis on va voir sur version 26 ou version 25 ou 26. Comme ça on a un peu plus de temps pour rediscuter de tout ça. Ouais, moi j'ai un truc à dire. Donc il y a effectivement ce que décrit John où les mineurs vont de toute façon se mettre en full RBF. Pour moi, il y a un aspect qui est assez intéressant dans ce débat, enfin, qui concerne de toute façon de manière générale tout ce qui est politique de relayage par les nœuds. C'est qu'en fait, un nœud peut avoir un intérêt individuel à se mettre en full RBF. Et je pense que là où il y a plus de débat, c'est sur ce que tu décris sur l'aspect réseau, propagation de transactions dans le réseau. Initialement, on fait en sorte que les transactions puissent. Enfin, il y a des limites au remplacement des transactions, même lorsqu'on a RBF opt-in, je crois, parce que sinon, ça peut être un vecteur d'attaque du réseau si une personne, en gros, fait une transaction avec des frais très bas, puis fait plein de transactions en augmentant très très légèrement les frais pour faire en sorte de saturer le réseau avec ces nouvelles transactions qui se font remplacer en permanence et saturer la bande passante du réseau. Donc il y a un aspect aussi de résistance au spam au niveau global, au niveau du réseau. Et donc en fait, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a le fait qu'effectivement, au niveau global, le réseau va se comporter comme un sorte de parfait RBF, c'est-à-dire que toutes les transactions sont remplaçables tant qu'elles ne sont pas confirmées, et ce, quelle que soit la quantité. Mais au niveau individuel, tu peux pas forcément faire en sorte tu peux pas faire en sorte que chaque nœud applique cette politique. C'est le résultat, la politique RBF au niveau du réseau, full RBF qui est naturelle au niveau du réseau, elle émerge simplement de la manière avec laquelle le réseau propage ses transactions. Mais au niveau individuel, on n'a pas forcément à imposer cette manière de choisir les transactions qui vont aller dans les blocs et cette manière de publier les transactions. Moi, après d'expérience, j'avais déjà publié une transaction qui ne signalait pas RBF avec des frais beaucoup trop faibles par rapport à la même pool à ce moment-là. Et j'ai réussi à la remplacer 2 jours plus tard, à faire une transaction qui utilisait plus de frais, en la créant, en redémarrant mon nœud. Et ensuite, j'ai redémarré mon nœud en ajoutant la transaction de force. Je lui ai fait réajouter la transaction de remplacement immédiatement au démarrage pour pas qu'il considère la transaction que j'avais fait initialement. Et comme ça, il a pu au fur et à mesure, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais in fine, c'est bien ma transaction de remplacement qui a été publiée dans un bloc par un mineur, alors que pourtant, je n'ai pas contacté le mineur directement et que moi, je me suis juste contenté de remplacer dans ma même pool ma transaction. À l'heure actuelle, aujourd'hui, pour moi, un problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux faire un remplacement d'une transaction que tu as fait dans ton nœud, si elle ne signale pas RBF, ton propre nœud va t'interdire de le faire. Ton propre nœud il va te dire non, tu ne peux pas remplacer cette transaction parce que tu n'as pas mis le flag, tu n'as pas signalé que tu voulais la rendre remplaçable. Et je trouve que c'est une restriction qui est inutile. On peut considérer que les autres nœuds vont effectivement pas relayer cette transaction parce qu'ils ont déjà vu une transaction non remplaçable par le passé qui dépense les mêmes entrées. Mais je trouve ça dommage qu'un nœud puisse pas de lui-même le faire tout seul. Et donc c'est pour ça que je comprends qu'individuellement ce soit intéressant, et c'est la pull request qui a été merged encore. Je comprends qu'individuellement pour certaines personnes ce soit intéressant d'avoir un nœud qui fasse du full RBF. Et donc ça, je trouve ça très bien. Autant je suis d'accord sur le fait que le faire au niveau global, c'est pas la même histoire. Et en fait, un truc que t'as pas dit, c'est qu'il y avait d'autres pull requests qui étaient aussi en review à ce moment-là et qui n'étaient pas terminés et qui n'allaient pas de toute façon sortir dans la version 24. C'est notamment une pull request qui visait à changer la politique de connexion à tes pairs. Pour signaler à tes pairs que toi, tu es un nœud full RBF, en fait, et faire en sorte que les nœuds full RBF puissent se connecter un petit peu plus entre eux, pour qu'ils puissent faire en sorte de quand même réussir à propager les transactions de remplacement qui n'auraient pas signalé qu'elles veulent être remplaçables, pour faire en sorte qu'elles puissent quand même se propager suffisamment dans le réseau et ainsi espérer atteindre un miner sans avoir avec une probabilité suffisamment importante.
Et ça, par contre, je suis d'accord que peut-être que c'était peut-être pas une bonne idée. En tout cas, cette pull request, elle a été fermée maintenant avec tout le drama. Antoine, je crois que c'est Antoine Riard aussi qui l'a fait, cette pull request. Il a décidé d'arrêter de travailler sur cette pull request puisque manifestement, il n'y a pas encore consensus sur est-ce qu'il faut faire ça ou pas avec RBF. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a deux choses. Il y a l'incitation individuelle qui peut faire qu'un individu peut vouloir faire tourner une politique full RBF sur son nœud, qui, pour moi, à mon avis, est tolérable et il est souhaitable d'avoir cette option, à mon avis. Par contre, c'est complètement différent de dire, bah, maintenant, je vais changer ma politique de connexion à mes pairs pour pouvoir espérer faire passer plus de transactions en full RBF dans tout le réseau. Et là, pour moi, c'est une problématique différente. Et effectivement, pour moi, on n'a pas encore à faire ce genre de choses. Et heureusement, c'est pas ce qui a été mis dans la release qui va sortir. Pour l'instant, dans la release, on n'a qu'une politique individuelle de décider de pouvoir remplacer les transactions tout seul dans sa même pool, mais ça n'a aucune implication sur la manière avec laquelle on va se connecter avec ses pairs. Voilà. Je comprends pas trop l'intérêt de pouvoir remplacer une de tes transactions sur ton propre nœud uniquement. Parce que dans tous les cas, si tes pairs sont pas full RBF, s'ils l'ont pas activé, ça se propagera pas. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, toi, tu peux vouloir tenter quand même, tu vois, de le remplacer dans ta même pool. Je pense que là, dans l'histoire des transactions collaboratives, c'est aussi que si tu as une transaction collaborative et qu'il y a une personne qui s'amuse à faire à pas signaler RBF sur des transactions qui double dépensent, une transaction qui est signalée RBF et qui était collaborative au départ et qui était RBF pour pouvoir plus facilement gérer les congestions, etc. sur la même pool. Je comprendrais que ce soit dommage quand même que les personnes qui sont impliquées dans la transaction collaborative puissent même pas elles-mêmes considérer la transaction de remplacement, parce que c'est là qu'on en est quand même à ce point-là, quoi. C'est que toi-même, ton propre nœud, alors même que tu connais la transaction qui double dépense, tu vas même pas pouvoir lui faire prendre considération de ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais te dire, ok, je me rends compte que la transaction collaborative que j'ai faite, elle a été double dépensée par quelqu'un par un des collaborateurs. Et cette transaction qui double dépense ne signale pas RBF. Et il s'avère que c'est en train de prendre tout le réseau. Et ben ton propre nœud va refuser de faire le remplacement, normalement. Enfin, il va pas le faire, du coup. Et du coup, enfin, tu vois, c'est problématique que tu puisses pas toi-même faire le remplacement en augmentant les frais de la transaction collaborative, je sais pas trop comment, mais c'est embêtant que ton propre nœud refuse de le faire, tu vois. Après que ça le fasse au niveau du réseau, c'est une autre histoire, mais que ton propre nœud refuse de le faire et que du coup potentiellement tes protocoles ils sont en train d'être aveugles sur une partie du réseau sur une partie des transactions alors que c'était ultra important sur le moment, bah, c'est quand même embêtant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que, in fine, si jamais la transaction qui signalait pas RBF finit par être confirmée par les mineurs, c'est au moment de la confirmation et donc quand c'est trop tard, potentiellement que là tu vas en payer les conséquences, quoi, alors que tu le savais avant. Tu vois. C'est ça que je peux comprendre comme étant perturbant. Après, je suis d'accord que c'est pas une solution, hein. C'est juste que ça rend les choses encore plus difficiles à gérer, à mon avis. Voilà. Moi, perso, ce que je voulais dire sur, ma full RBF ou pas aussi, c'est le fait que, ben voilà, si tu as un outil qui fait RBF, un outil qui fait pas RBF, enfin, les gens qui vont rentrer, entre guillemets, dans BTC, s'ils font pas l'effort de connaître vraiment le protocole, etc., ils vont vraiment se fier que ce qu'il y a sur leur outil. Donc, est-ce qu'on a le risque aussi que tu aies des gens, du coup, qui connaissent pas RBF et qui font des transactions et qui se font, entre guillemets, ben voilà, voler des UTXO de cette manière-là, quoi. Ouais, alors ça, en fait, c'est déjà un peu le cas parce que, alors déjà, des gens qui connaissent RBF, bah, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui savent qu'on peut annuler une transaction avec RBF, il y en a encore moins. Et quand, en fait, ton interface, dès aujourd'hui, en fait, en fonction de comment elle est configurée par défaut, elle peut te dire la transaction est déjà passée, etc. Sur BTCP serveur, je crois que ça se configure, mais on est déjà, en fait, dans cette situation. Donc, il faut chercher à voir comment ça peut s'améliorer, quoi. Bah, après, je pense que au niveau des wallets, ce qu'il faudrait faire, c'est que déjà toutes les transactions, elles signalent RBF par défaut, parce que je pense que pour les gens, pouvoir annuler une transaction au cas où, c'est toujours utile. Après, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que si un commerçant
veut accepter les transactions avec zéro confirmation, il faudrait par exemple que sur son processeur de paiement, il y ait un truc qui lui dise est-ce que vous voulez accepter les transactions sans confirmation en mettant il y a des risques à côté. Et s'il accepte, que du coup son processeur de paiement affiche un requirement en disant si vous envoyez, vous devez rendre votre transaction inannulable si vous voulez que le paiement soit considéré comme confirmé alors qu'il n'y a pas de confirmation du réseau. Et qu'il y ait une option sur les wallets, mais qui soit opt-in, c'est-à-dire qu'il faudrait inverser en fait le système et de dire bah, un utilisateur a le choix, s'il veut, de ne pas signaler RBF sur sa transaction. Mais par défaut, sa transaction signale RBF, comme ça, au cas où elle est annulable. Et on peut imaginer que dans les URI, les QR codes qu'on montre pour les transactions, pour les adresses, ou des choses comme ça, ou sur l'interface de paiement du vendeur, qu'il y a un truc qui dise, s'il vous plaît, il faut que votre transaction ne soit pas annulable, et que le wallet, avant que toi tu broadcastes ta transaction, il te dit, est-ce que vous voulez rendre la transaction inannulable, tu vois. Et il faudrait qu'il y ait une manière de rendre les choses claires à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur, que dans le cas où on accepte les transactions sans confirmation, il faut rendre la transaction inannulable. Mais pour moi, par défaut, il faudrait que les transactions elles signalent RBF pour pouvoir être remplaçables, parce que sinon c'est pas intuitif, je pense. Je sais pas. Du coup, ça Je sera suis plus compliqué que ça. entièrement d'accord avec toi, et je crois que globalement, même tous les services qui utilisent des zéro conf sont d'accord. Et il y a même une proposition d'ajout sur BIP21, là, les QR codes unifiés, où tu peux avoir à la fois une adresse Bitcoin et une invoice Lightning, pour aussi ajouter des choses comme des frais recommandés par le receveur qui fait la recommandation à l'envoyeur, et aussi un RBF recommandé ou pas, quoi. Et donc, tu peux passer dans le QR code directement dans l'URI. Je veux que tu ne mettes pas RBF. Et effectivement, je pense que le mieux, ça serait que ça soit on par défaut. Comme ça, les utilisateurs n'ont pas besoin de se prendre la tête. Et puis voilà, ils peuvent toujours remplacer après. Sauf dans certains cas où tu fais du zéro conf parce que tu veux acheter une carte cadeau sur Bitrefill et Bitrefill, il n'aime pas que tu mettes RBF. Et à ce moment-là, tu le désactives juste pour ce truc-là. Et après, ça se réactive tout seul. Effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de wallets où c'est un peu chiant parce que quand tu le désactives, il faut penser à le remettre. Donc, je suis complètement d'accord qu'il y a un problème du X. Mais je pense pas que ça soit que tu fixes vraiment le X en ajoutant cette option-là dans Bitcoin Core. Et puis, il me semble que le problème aussi, c'est un peu les développeurs corps, quoi. Enfin, la manière dont ça se déroule. Enfin, parce qu'il faut savoir qu'il y a une PR qui a été ouverte pour enlever cette option, parce que elle a déjà été merge dans le corps et elle est prévue d'être release dans la prochaine mise à jour. Il y a une PR qui a été ouverte pour enlever complètement l'option. Et il y a eu beaucoup de discussions dessus, et puis ça a fini par être fermé et verrouillé par les développeurs. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, quoi. Après, le principe, c'est que normalement, par principe, les discussions de ce type-là, elles devraient plutôt se passer sur la mailing list, parce que voilà, sur GitHub, le but, c'est pas de débattre, c'est de regarder, de faire de la review, de faire de l'étude technique, quoi, du code. Pas de débattre sur la philosophie de Bitcoin et tout. Et il faut dire que bon, voilà, par exemple, Peter Todd a beaucoup commenté les PR en se répétant même parfois assez souvent pour montrer son point de vue. Et je dis pas qu'il a tort. Je pense que son point de vue, il est très intéressant et il argumente assez bien son point de vue. Mais du coup, ça fait un peu shitposting sur une pull request GitHub, donc c'est pas top. Après, je pourrais arguer aussi que, bon, d'un autre côté, avoir merge un truc et puis revenir juste au moment de la release pour essayer de l'annuler, c'est pas non plus une super méthode, quoi. En fait, pour moi, il y a eu enfin, il y a peut-être qu'il y a eu un regret sur le fait de. Pardon? Du cafouillage, je dis. Ouais, mais enfin, ça a été. Enfin, je veux dire par là que le fait de refaire une PR pour ensuite pour annuler un truc, une option qui n'est pas activée par défaut juste avant la release, il y a aussi des manières qui sont pas terribles, quoi. Mais bon,
Après, voilà, je sais pas ce qui s'est passé en interne. Ça se trouve, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait effectivement annuler full RBF. Mais après, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que à côté de ça, dans cette pierre, c'est intéressant les discussions qu'il y a eu dans cette pull request parce que à côté de ça, tu avais des gens, tu avais notamment le principal développeur d'Electrum qui disait, mais en fait, nous, on fait tourner depuis très très longtemps des nœuds qui sont en full RBF. On fait nous-mêmes la modification manuellement à chaque fois qu'il y a une release de core pour pouvoir se mettre en full RBF parce que sinon, c'est galère on essaie de réduire le nombre de personnes qui viennent nous demander pourquoi ils peuvent pas annuler leurs transactions, etc. Donc bon, on pourrait dire qu'il y a un problème du X au niveau d'Electrum qui semblerait-il ne met pas les remplace by fee par défaut. Mais en même temps, voilà, et lui, il a envie de se débarrasser du problème, et donc il a besoin d'un logiciel qui fasse du full RBF. Les mineurs ont besoin d'un logiciel qui fasse du full RBF. Et moi, j'aime pas trop cette méthode qui consiste à dire, oui, mais full RBF, c'est peut-être mauvais pour le réseau. Donc du coup, plutôt que de vous rendre la vie facile en mettant une option, histoire que ce soit propre et que vous fassiez pas de la merde quand vous décidez de changer la version de Core pour faire tourner full RBF, et bah non, on vous laisse dans votre merde, quoi. Moi, j'aime pas trop cette méthode non plus, quoi. C'est pour ça que je faisais beaucoup cette distinction entre ce qui est du ressort de l'individuel et ce qui est du ressort de l'ensemble du réseau, du collectif, quoi. Moi, je pense que c'est légitime qu'il y ait des gens qui puissent mettre une option full RBF sur leur nœud parce qu'ils en ont besoin, c'est tout. Ils en ont besoin. On ne sait pas forcément pourquoi, mais ils en ont besoin, donc ils en ont besoin. Donc ça a une utilité de le mettre dans le code. Maintenant que ça se transforme après en une politique de connexion des différents pairs, etc., là, je suis d'accord que c'est plus la même histoire. Là, on commence à parler de gestion du réseau, et là, ok, là, ça nécessite plus de réflexion, voire potentiellement ne pas rendre disponible la possibilité de créer une sorte de structure de réseau où il y aurait une partie du réseau qui est RBF et pas l'autre, quoi. Ok, ça d'accord. Mais au niveau individuel, il y a des intérêts. Et donc, j'ai du mal aussi avec l'idée de dire non, non, on va pas autoriser cette option qui, même si c'est qu'une option qui n'est pas active par défaut, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a Fanny qui n'est pas forcément d'accord avec moi. Moi, je vois ça. Pour moi, c'est OK, c'est qu'une option, mais si je fais une transaction avec un RBF non activé, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit acceptée par des nœuds, quoi. Après, je veux dire, t'es pas là pour dire comment les nœuds doivent agir, mais ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas du spam au niveau du réseau, que le réseau il se comporte bien. Et le fait de faire du full RBF partout, ça peut être un vecteur de spam. Et donc là-dessus, ok, on pourrait effectivement dire non, mais full RBF n'a pas à être activé par défaut sur les nœuds. Ça, d'accord. Mais c'est pas la même chose de dire ça n'a pas à être activé par défaut parce que sinon le réseau il éclate que de dire je ne veux pas laisser aux gens la possibilité de le faire ou alors ils doivent galérer pour le faire. Je veux dire, il y avait quand même un commentaire de ce genre, le développeur néerlandais là. Il a laissé un commentaire en disant oh mais de toute façon si les gens ils veulent faire tourner RBF ils ont qu'à faire git cherry pick tel commit et puis après ils compilent core. Il était en mode ok mais enfin c'est une question de l'avoir dans une release quoi. Je veux dire c'est par principe c'est pas les développeurs qui choisissent ce que font tourner les gens et après là c'est juste laisser une option pour que les gens l'utilisent s'ils ont envie d'avoir cette option quoi. C'est pas une question de recommandation au niveau global du réseau tu vois. C'est ça qui me perturbe en fait. Je suis d'accord avec le fait que c'est sûrement pas la bonne politique à mettre par défaut pour relayer les transactions. Ça, je pense que là-dessus, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il faut pas faire ça par défaut. Je suis peut-être aussi d'accord avec le fait qu'il faut peut-être pas créer des sous-réseaux Bitcoin de nœuds RBF et de nœuds pas RBF parce que sinon, la partie des nœuds Bitcoin serait full RBF et pourrait potentiellement se faire spammer. Enfin bon, bref, ça me va pas non plus. Par contre, laisser aux gens la possibilité d'activer l'option full RBF sur leur nœud, enfin moi je trouve ça normal. Je comprends pas pourquoi il faut absolument faire de la résistance là-dessus. Si c'est rien d'autre que de dire j'accepte différemment dans ma même pool à moi, mais ça change rien au niveau de avec qui j'accepte de me connecter, etc. Pour moi, il n'y a pas de problème en fait. C'est ça c'est là-dessus que j'ai du mal, on va dire. Du coup, deux points. D'abord, pourquoi tu dis que les nœuds qui auraient full RBF pourraient se faire spammer peut-être plus facilement? Parce qu'on a toujours tout le reste des précautions anti-spam
de BIP 125, donc optine RBF qui reste. Donc, par exemple, tu veux pas remplacer plus de, je sais plus combien, mais on va dire genre 10 fois une transaction. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de risque de spam supplémentaire, même si tu fais un sous-réseau, tu te connectes avec des peers qui ont full RBF. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque supplémentaire. Enfin, Bah, en tu tout vas cas, traiter plus de transactions, c'est sûr. tu peux augmenter la bande passante qui est nécessaire. C'est-à-dire que tu peux, sans RBF, tu peux pas jouer. Enfin, si quand tu signales pas RBF, tu peux pas. Enfin, tu garantis qu'il va pas y avoir de remplacement de ces choses-là, et donc tu vas pas démultiplier la bande passante qui va être nécessaire pour cette transaction, puisque de toute façon, elle ne va pas être remplacée par les frais par ton nœud. Mais par contre, quand tu commences à avoir que des nœuds autour de toi qui relaient des transactions, même si oui, je crois qu'il faut que tes frais ils soient supérieurs d'au moins 10% à chaque fois pour pouvoir être remplaçable. Mais en fait, le problème, c'est que, chaque nœud va dire, par exemple, moi, je peux pas te tolérer que tu remplaces plus de 10 fois une transaction. Ok, mais ça, c'est au niveau individuel. Au niveau global, c'est pas la même histoire. Un spammer, il peut se connecter à plein de nœuds les uns à côté des autres, et il peut faire jouer cette limite de 10 fois sur tous les nœuds en même temps avec des transactions différentes. Et là, tous les nœuds se mettent d'un coup à spammer des transactions différentes et ils doivent s'ordonner, et c'est le bordel. Et donc, d'un seul coup, on vient de multiplier la bande passante qui est nécessaire pour relayer les transactions pour qu'au final, il n'y en ait bien qu'une seule qui reste. C'est celle qui paye le plus de frais dans l'histoire. Donc là-dessus, il peut y avoir quand même des petits vecteurs d'attaque. Après, ça dépend de si aujourd'hui le réseau est proche de sa limite en termes de bande passante. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même moyen d'augmenter le nombre de ressources qui va être nécessaire pour pouvoir propager les transactions si on commence à tolérer le remplacement sur toutes les transactions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ok, je vois mieux ce que tu veux dire, effectivement. Et l'autre point où tu dis pourquoi refuser aux nœuds qui en ont besoin, et effectivement, c'est très intéressant. J'avais raté ce commentaire-là du dev d'Electrum. Effectivement, je comprends mieux l'intérêt que peuvent avoir certaines personnes de vouloir avoir cette feature pour pouvoir activer l'option sans devoir faire un cherry pick à chaque release. Mais le problème, c'est que pour les business qui, eux, veulent accepter le zéro conf, tout d'un coup, ça rebat complètement les cartes. Actuellement, ils partent du principe, et donc ils font des analyses de risque, et ils se disent, globalement, l'essentiel du réseau fait tourner Bitcoin Core, et donc si je reçois une transaction qui ne signale pas RBF, je peux considérer qu'elle a peu de chances d'être remplacée, même si je sais pertinemment qu'elle peut quand même l'être. Et je peux ensuite faire du risk management en me disant, enfin de la gestion de risque, pardon, j'essaie de pas d'utiliser l'anglicisme pour rien, en me disant, je m'autorise à avoir uniquement l'équivalent de 50 000 $ en non confirmé dans le même pool. Et donc, quand je dépasse ça, je vais commencer à requérir des confirmations. Et puis, je peux appliquer des policies différentes en fonction de est-ce que je peux distinguer, par exemple, transactions qui signalent RBF et transactions qui ne signalent pas RBF en me disant j'accepte d'avoir jusqu'à 100 000 $ dans le même pool en transactions qui ne signalent pas RBF et donc qui ont moins de chances d'être remplacées, et 50 000 en transactions qui signalent RBF parce qu'elles ont plus de chances d'être remplacées. Et là, maintenant, j'ai aucune idée, et peut-être que je me trompe et qu'il y a un moyen de le voir, mais j'ai aucune idée de l'état d'adoption de full RBF. Donc, je ne sais pas du tout sur quel pied danser. C'est beaucoup plus compliqué de faire de la gestion de risque quand tu veux accepter du zéro conf. Et donc, pour moi, il y a l'usage des gens qui veulent avoir du full RBF parce qu'effectivement, ils peuvent avoir de très bonnes raisons, qui vient rencontrer un peu frontalement l'usage des gens qui veulent continuer à faire de la gestion de risque sur du zéro conf. C'est un conflit d'usage et forcément, ça mène à des discussions un peu agitées quand on a tous besoin d'utiliser le même réseau commun qu'est Bitcoin. Ouais, je comprends le problème que tu décris, évidemment. Et en fait, et je suis d'accord aussi que c'est un problème. Et c'est pour ça que je parlais pas mal de dire, là où j'ai plus de doutes, c'est sur les pull requests qui consistaient à créer à faire des connexions préférentielles avec les pairs qui font du full RBF aussi. Ça, je suis moins d'accord, par exemple, parce que justement, ça va fortement impacter ce que tu dis, c'est-à-dire le fait que de manière générale, les transactions à zéro confirmation vont d'un seul coup commencer à, à pouvoir être remplacées, même si elles signalaient qu'elles étaient non remplaçables. Maintenant, enfin, il y a quand même un truc, c'est que souvent, il y a en fait, il y a un truc dans la théorie des réseaux comme ça sur les propagations qui s'appelle la percolation. En gros, il y a un seuil
En gros, l'idée, c'est qu'il y a un seuil. C'est-à-dire, c'est brutal le changement. Quand c'est soit les transactions qui remplacent une transaction qui n'était pas indiquée comme remplaçable vont passer, soit elles ne vont pas passer, quoi. Et c'est un petit peu brutal la transition. C'est-à-dire que la proportion de nœuds qui doit commencer à signaler RBF, enfin à accepter du full RBF pour que la politique globale du réseau devienne du full RBF, bah, cette proportion, c'est vraiment un seuil. C'est genre, si on est en dessous, il n'y a quasiment aucune chance que tes transactions qui n'auraient été acceptées que par du full RBF, elles arrivent jusqu'au mineur, elles se propagent dans la totalité du réseau. Et dès qu'il y a un peu trop de nœuds qui commencent à accepter du full RBF, là par contre, d'un seul coup, c'est toutes les transactions deviennent en gros du full RBF quoi qu'il arrive, parce que ça se passe comme ça, quoi. C'est un peu comme les épidémies, tu vois. C'est genre, si le machin il a un taux de reproduction supérieur à 1, alors le machin, il fait une croissance exponentielle et il se propage à tout le monde et tout le monde est infecté. Soit il a un taux de reproduction qui est inférieur strictement à 1, même si c'est pas grand-chose, et là, d'un seul coup, boum, l'épidémie s'éteint tout seul. Voilà, c'est vraiment pareil, mais au niveau de la propagation des transactions. Et donc, la question, c'est la proportion seuil. Et je pense que cette proportion seuil, on peut la calculer un petit peu vite fait, mais je pense qu'on en est loin, tu vois. Je veux dire par là que les valeurs par défaut sont quand même les valeurs que les gens utilisent vraiment de manière systématique. Il faut vraiment qu'ils aient une raison pour changer les valeurs par défaut. J'ai vu ça dans Join Market aussi, par exemple, sur la manière que Join Market a de scorer, d'assigner un score à des Fidelity Bonds. Tout le monde utilise des valeurs par défaut, donc globalement, tu es face à la tyrannie des valeurs par défaut. Et dans Bitcoin Core, ce sera pareil. La majorité des nœuds, ils vont pas s'amuser à signaler du full RBF parce que bah ils en ont pas besoin. Il y a que les gens qui en ont besoin qui le font. La question, c'est quelle proportion des gens en ont besoin. Et si cette proportion, elle commence à être assez importante, je pense que plus de 10%, ça va commencer à être flippant. Si par exemple un nœud sur 10, c'est un nœud qui fait du full RBF. Là, je suis d'accord qu'effectivement, ça pose question parce que du coup, la politique du réseau va changer. Mais si les gens en avaient besoin au point que déjà, c'était une option, donc déjà, c'est que ça les intéressait. Bon, après, de dire, bah, on les a empêchés grâce au fait qu'on n'a pas mis l'option, moi, je trouve ça un peu limite, quoi. Je veux dire, dans ce cas-là, ça allait forcément arriver, qu'ils allaient cherry pick le commit qui existe de toute façon. Enfin, dans ce cas-là, pourquoi on n'enlève pas le commit à cherry pick aussi tant qu'à faire? Enfin, dans ce cas-là, pourquoi on dit pas aux gens quel code ils doivent faire tourner, quoi? Je veux dire, pour moi, après, voilà, on part sur des arguments qui commencent à être un petit peu exagérés. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que d'un seul coup, tu as mis une option, alors que par défaut, tout le monde va rester par défaut. C'est pas parce que d'un seul coup, tu as mis une option que d'un seul coup, tout le réseau va se comporter en full RBF. Ça dépend vraiment de la proportion de gens qui vont utiliser cette option. Et moi, je pense, c'est pour ça que je repose sur ce raisonnement-là, je pense que cette proportion va rester extrêmement faible, ce sera vraiment marginal. Et donc, globalement, les transactions full RBF dans le réseau, elles vont pas se propager comme ça de manière complètement massive, quoi. Maintenant, bon bah voilà, hein, c'est compliqué, hein. Je veux dire, de toute façon, un commerçant, il prend un risque quand il accepte une transaction zéro conf. Et donc, qu'est-ce qu'il en sait aujourd'hui que d'ailleurs ces transactions zéro conf, elles sont vraiment sûres, quoi. Donc, l'argument reste valable. Je suis d'accord que ça pourrait l'inquiéter, mais en soi, il y a. Enfin, si vraiment les gens qui utilisent full RBF sont que ceux qui en ont besoin, parce que l'option par défaut, sinon, c'est pas ça. Bon, bah voilà, c'est peut-être que ça changera rien, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Carrément, et je suis assez d'accord. Mais effectivement, tu l'as dit, hein, le point qui est assez quand même intéressant, c'est que tu n'as pas du tout besoin d'une majorité pour que ça change le comportement global des mempools. Enfin, si tu essayes d'imaginer un mempool global, quoi. Et voilà, quelque chose comme 10%, effectivement, c'est à peu près ça, ça suffit. Et après, voilà, la question, c'est de voir est-ce qu'on va atteindre ce seuil. Je pense aussi que tu as raison que dans un futur proche ou moyen terme, ben voilà, personne va s'amuser à changer ça, à part les gens qui en avaient besoin. Donc effectivement, mais c'est plus tu vois, sur le principe, sur les précédents que ça que ça peut présenter, parce que du coup, est-ce qu'on veut appliquer cette règle de on ajoute juste une option et finalement les gens font ce qu'ils veulent, parce que si on extrapole ça trop loin, on va commencer sûrement à avoir des divergences très importantes entre les mêmes pools. Si on commence à avoir plein de possibilités différentes, ça va commencer à devenir un peu chaotique.
et on n'a jamais eu dans Bitcoin de mempool trop divergents les uns avec les autres. A priori, ça serait pas super. Il y a plein d'optimisations dans le relais des transactions, des blocs, dans Erlay, la réconciliation, tout ça, qui repose sur l'idée que les mempools sont pas trop divergents les uns des autres. Donc voilà, je pense qu'il y a une question aussi de principe de quel précédent est-ce qu'on établit, qu'il faut considérer en plus de juste full RBF en lui-même, qui, je suis d'accord, va pas changer, je pense, le comportement global du réseau au moment où Core 24.0 va être publié. Camélia, je vois que tu as la main levée, et ensuite je pense qu'on va clôturer tranquillement parce qu'on m'attend moi, pour aller manger. Donc, sauf si vous voulez que Oui, je moi laisse aussi, la j'ai salle faim. ouverte. Vas-y, Non, je t'en prie, merci. Cam. Ouais, en fait, j'ai une question. Donc là, de ce que j'ai compris, ça sert à pouvoir changer les frais si on veut accélérer une transaction. On peut aussi joindre des transactions. S'il y en a plusieurs, on peut en faire une, même faire du coin join. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer le montant de la transaction? En fait, J'espère pas, hein. Enfin, en gros, ce que tu fais, c'est que tu remplaces les inputs. Donc tu es un peu. C'est un peu voilà, tu vas devoir réutiliser les mêmes inputs que ta transaction originale. Alors, je sais même pas en fait s'il y a vraiment. Je sais plus si tu as le droit de rajouter des inputs ou pas, mais je crois pas. Je crois mais qu'il je y a veux des dire, questions si aussi. j'envoie un BTC, je peux pas changer la Si, si. transaction en cours en disant ah bah finalement j'en envoie que 0,5. Je peux changer le montant. En fait, si tu acceptes n'importe Si, oui. Quand tu acceptes le RBF, tu acceptes n'importe quelle transaction qui dépense au moins un des inputs que tu dépenses dans la transaction de base. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, je suis désolée, ça coupe un peu. Pas de problème. J'ai dit que quand tu actives RBF, les nœuds acceptent que ta transaction soit remplacée par n'importe quelle autre transaction qui dépense au moins un input de la transaction originelle. Donc, tu n'es pas obligé de dépenser les mêmes inputs, tu n'es pas obligé de garder le même montant, les mêmes destinataires, tu changes tout ce que tu veux. Le seul truc qui importe, Oui, c'est ouais. ces inputs qui sont dépensés. Oui, complètement. En fait, tu remplaces pas par la même transaction avec plus de frais, tu remplaces par n'importe quelle autre action, n'importe quelle autre transaction avec plus de frais, qui dépense une partie des mêmes bitcoins. Je suis désolée, j'entends pas Luna. En gros, c'est pas vraiment juste pour remplacer les frais, c'est vraiment tu remplaces la transaction. Donc, quand on dit remplace la transaction, en gros, c'est que tu fais une transaction et tu as des inputs, voilà, et donc tu vas remplacer, tu vas dépenser au moins l'un des inputs de la transaction originale, tu vas le dépenser dans une autre transaction. Et donc, du coup, là, il y a un conflit parce que tu vas dépenser le même input dans deux transactions différentes, et donc ça, c'est pas possible, c'est une double dépense. Et donc, le reste du réseau va devoir décider quelle transaction est-ce qu'ils prennent si deux transactions dépensent au moins un input en commun. Et donc, la règle actuellement, c'est que si il y a l'un des inputs de la transaction d'origine qui signale qu'on peut remplacer en utilisant RBF, on va prendre celle qui paye le plus de frais. Et donc, c'est juste les frais qu'on regarde. Donc, la transaction qu'on va garder à la fin, elle peut très bien payer moins d'argent, mais avec plus de frais. Et elle peut très bien envoyer les sous complètement ailleurs. Il y a des wallets, je crois que c'est Blue Wallet qui te permet d'annuler une transaction en utilisant RBF. Donc tu vas la renvoyer vers une de tes adresses sur le Blue Wallet, alors qu'à la base tu pouvais très bien l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques, j'avais oublié d'en parler, contre RBF, qui est que ça, en gros, tu peux exercer une sorte d'option gratuite, option au sens des actifs financiers, une option américaine, puisque tu peux remplacer une transaction une fois que le prix du Bitcoin a changé et donc éventuellement le prix de ce que tu achètes, tu peux remplacer en tenant compte du nouveau prix. Donc ça ouvre à ce genre de choses-là qui en fait étaient un peu toujours vraies. Ouais, c'est un peu dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Oui et non. Ouais. Bah, on peut filouter, si je peux dire ça Voilà. comme ça. C'est ça. Mais on a toujours pu le faire, c'est ça le truc aussi Et à qu'est-ce qu'on voir. encourt si on filoute que je veux dire, s'il y a il y a par exemple un wallet qui a des petites habitudes comme ça, un peu, tu sais, un peu maline, est-ce qu'il y a possibilité de le punir? Comment ça, des habitudes malignes? Bah ça, remplacer les transactions comme ça à son avantage. Bah, tu peux la remplacer que si elle est encore dans la même pool. Donc la solution, c'est juste attendre que ça soit confirmé, quoi. Il n'y a pas de solution autre que d'attendre des confirmations. Mais sinon, Blue Wallet, il fait déjà ça. En fait, quand on dit que Blue Wallet il te permet d'annuler une transaction, c'est littéralement ça, quoi. C'est-à-dire qu'avec Blue Wallet, quelqu'un peut te payer
Et si tu lui donnes le service qu'il a payé avant que la transaction soit confirmée, il peut appuyer sur annuler la transaction et hop, il annule sa transaction en la double dépensant avec une transaction qui a plus de frais. Donc enfin, je veux dire par là que des wallets l'implémentent déjà, mais c'est comme tout, c'est un outil. C'est un outil, l'annulation de transaction. C'est juste que enfin, au début, on a décidé qu'il fallait pas pouvoir annuler des transactions même quand elles sont dans la même pool, et donc il y a eu ces choix de faire que les transactions ne sont pas remplaçables. Et après, il y a eu l'idée de faire RBF, donc de pouvoir signaler quelque chose dans la transaction pour dire, bah, moi j'aimerais qu'elle soit remplaçable dans le cas où, par exemple, il faut que j'augmente les frais de la transaction et tout, mais dans le cas d'un usage normal, de pouvoir payer plus rapidement le commerçant alors que la même pool est congestionnée, tout ça. Donc voilà, c'est le bon côté, mais évidemment, ça ouvre la porte aussi à un mauvais côté, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes peuvent annuler leurs transactions et récupérer l'argent et pas avoir payé finalement. Mais l'avantage du système actuel, c'est que cette chose-là, le fait de pouvoir remplacer ces transactions comme ça, jusqu'à maintenant, c'était signalé dans la transaction. C'est-à-dire que la transaction, tu avais une manière de voir que la transaction peut être remplacée dans la même pool assez facilement. Et c'est ça le fameux flag, le signaler RBF ou signaler comme remplaçable, c'est ça qu'on entend par là. Et là, le sujet de débat, c'est que toi, en tant qu'opérateur de nœud Bitcoin, tu peux avoir besoin de permettre le remplacement de toutes les transactions, peu importe le critère. Et peu importe que ça signale qu'elle est remplaçable ou pas. Et ça peut poser problème à des commerçants qui se basaient sur le fait que la transaction est non remplaçable pour dire bon bah c'est bon puisque la transaction n'est pas remplaçable, j'accepte de donner le service immédiatement. Et ça par contre, les transactions non remplaçables, tu peux pas les annuler sur Blue Wallet parce que bah évidemment c'est pas possible. Mais mais ça n'empêche pas qu'une transaction non remplaçable, même si aujourd'hui les nœuds Bitcoin n'ont pas cette option par défaut de pouvoir faire remplacer n'importe quelle transaction, ça n'empêche pas qu'il y en a aujourd'hui qui le font, et notamment les mineurs, c'est ce qu'on disait au début. Et par rapport aussi aux contre-mesures qu'en tant que receveur, tu peux déployer pour essayer de te protéger un peu de ça, c'est que tu as toujours la possibilité, toi aussi, de ce qu'on appelle CPFP, donc c'est Child Pays for Parent. Donc en gros, c'est d'augmenter de ton côté les frais de la transaction originale, celle qui te payait, en dépensant l'output de cette transaction-là, même s'il est encore non confirmé, dans une nouvelle transaction et en mettant des gros frais pour inciter les mineurs à miner les deux transactions, donc celle originale et celle qui dépense depuis la transaction originale vers une autre de tes adresses. Et éventuellement, on peut avoir un jeu d'annihilation entre les deux personnes, le receveur et l'émetteur, où chacun surenchérit sur les frais jusqu'à ce qu'au final, tout l'argent de la transaction parte en frais pour le mineur. Donc c'est un peu sale comme manière de faire, mais c'est aussi une possibilité. Parce qu'en gros, voilà, chacun des parties prenantes, l'émetteur et le receveur du paiement, ont la possibilité d'augmenter les frais de la transaction qu'ils veulent voir être minée au final. Voilà, je vais couper parce que voilà, on m'attend pour manger. C'était vachement bien. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin pour discuter de RBF. C'était vachement bien. On embrasse Roxy de Découvre Bitcoin. Alors, je sais pas s'il a atterri, je pense pas encore. On pense fort à lui. N'oubliez pas que on se retrouve tous les dimanches sur Twitter à partir de 18h. Si vous nous écoutez sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, 5 étoiles, de nous lâcher vos meilleurs commentaires. N'oubliez pas aussi que vous pouvez écouter sous format de podcast sur les applications Podcasting 2.0 et donc de nous streamer des sats en temps réel pendant que vous écoutez, si ça vous dit. Et voilà, et n'oubliez pas aussi qu'on a les meet-up qui ont lieu, les meet-up des ambassadeurs tous les mois. Donc le prochain, c'est celui du mois de décembre, donc premier mercredi de décembre, dans toutes les villes de France et de Navarre. C'est ambassadeur.découvrebitcoin.com pour voir la carte et voir s'il y en a un près de chez vous, ou bien lancer le vôtre si jamais il n'y en a pas. Merci encore à tout le monde, bonne soirée, bon appétit et gros bisous. Bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci à tout le monde.
Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!